Oda est un lycéen tout à fait ordinaire, à tel point que la moitié de ses camarades de classe ont oublié qu'il existait. Il passe la plupart de son temps à lire seul des romans isekai, et s'il est toujours seul, ce n'est pas parce qu'il est victime d'intimidation ou quoi que ce soit d'autre, mais simplement parce qu'il préfère ainsi. L'idée que quelqu'un vienne lui parler le rend tellement anxieux qu'il préfère se fondre dans la masse et rester invisible. Soudain, la pièce s'assombrit lorsqu'une sphère noire apparaît au milieu de la classe, et un cercle d'invocation se forme juste au-dessus de tous les élèves. L'instant d'après, ils se retrouvent au milieu d'une grande salle. Un vieil homme chauve attire leur attention et leur dit que le roi a quelque chose d'important à leur dire. Les élèves sont naturellement bouleversés par cet enlèvement interdimensionnel, et ils commencent à exiger des explications, mais le conseiller se moque de leurs préoccupations et leur dit de se taire et d'écouter. Une fois le silence revenu, le roi prend la parole et se présente comme Morgan, souverain du royaume de Redi. Il leur explique que le royaume est attaqué par des démons et que seul le pouvoir d'un héros venu d'un autre monde est assez puissant pour vaincre le seigneur démon. Après avoir entendu ces mots, Oda se rend compte que c'est exactement le même scénario que dans tous les romans isekai qu'il a lus, et il commence en fait à se réjouir un peu. Le conseiller déclare alors qu'il est temps d'identifier le héros parmi eux, et invite tout le monde à poser la main sur cette boule de cristal afin qu'ils puissent inspecter leur statut. Le premier à s'avancer est Desuke. Il s'approche de la boule et on lui demande de prononcer le mot « statut » pour afficher ses statistiques. Il espérait être le héros, mais il s'avère qu'il n'est qu'un dresseur d'animaux avec une puissance moyenne de 450. Le conseiller lui dit qu'il n'y a pas lieu d'être déçu, car il n'est encore qu'au niveau 1, mais ses statistiques dépassent déjà de loin celles d'une personne moyenne dans ce monde. Quelques autres élèves obtiennent des classes telles que désenchanté, chevalier et même guérisseur, et le conseiller se réjouit de la diversité des compétences puissantes des élèves invoqués. Il informe également les élèves qu'ils peuvent ouvrir une fenêtre de statut personnel en disant « statut » de leur propre chef, et lorsqu'Oda l'essaie, il découvre qu'il est un assassin. Cela ne le surprend pas vraiment compte tenu de sa personnalité, mais ce qui l'inquiète, c'est que ses statistiques sont anormalement élevées. Auparavant, Desuke avait des statistiques d'environ 450, et le conseiller avait déclaré que c'était déjà bien supérieur à la moyenne dans ce monde, mais les statistiques d'Oda sont de 1800. Comment expliquer un tel écart? C'est ensuite au tour de Tsukasa d'essayer la boule de cristal. Il pose sa main dessus et, à sa grande surprise, il découvre qu'il est le héros. Les autres élèves ne sont pas vraiment surpris par ce résultat, car Tsukasa a toujours été un prodige en athlétisme, en études et en leadership, il était donc le plus susceptible de devenir un héros. Le conseiller commence à le féliciter pour ses statistiques élevées, car la plupart des gens plafonnent à environ 500 points, alors que les siennes avoisinent les 900. Cependant, si 900 est vraiment tout ce qu'un héros peut obtenir, alors Oda est encore plus perplexe face à son propre écran de statistiques, car cela n'a aucun sens que ses statistiques soient aussi élevées. Nanas demande à Oda s'il souhaite passer à son tour, car il ne reste plus beaucoup de personnes, mais l'idée de révéler ses statistiques à tout le monde ici l'effraie, car il a lu suffisamment d'Isekai pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche avec le roi et sa fille. Il ne peut même pas être certain qu'ils aient dit la vérité au sujet du seigneur démon dont ils ont parlé plus tôt, donc leur révéler ses statistiques le mettrait dans une position très désavantageuse. Cependant, le simple fait de dire qu'il ne veut pas montrer ses statistiques attirerait trop l'attention, alors il regarde son écran de statistiques et se rend compte qu'il possède une compétence maximale appelée « dissimulation de présence ». Dès qu'il l'active, il disparaît pratiquement du groupe sans que personne ne s'en aperçoive. Même Nanas, qui lui parlait il y a un instant, oublie complètement l'existence d'Oda dès qu'il est hors de vue, tout comme mon père. Une fois que le conseiller a pris note des capacités de chacun, il leur annonce que l'équipement nécessaire à leur entraînement leur sera bientôt fourni, mais que pour l'instant, ils vont être conduits dans les chambres qui ont été préparées pour eux. Oda pousse un soupir de soulagement, il a passé la vérification sans se faire remarquer, il ne lui reste plus qu'à utiliser ses compétences pour recueillir des informations, mais alors qu'il traverse les couloirs, il remarque une caméra qui espionne les élèves depuis le plafond, et il est désormais certain qu'il se passe quelque chose de louche ici. Comme personne ne sait plus qu'il est là, il va devoir se débrouiller seul jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passe. Heureusement, il parvient à trouver une vieille chambre que le château utilise pour stocker du matériel, et il décide d'y passer la nuit. Il examine l'équipement disponible et trouve des affaires qui conviendraient à un assassin. Il les enfile et part afin de commencer à recueillir autant d'informations que possible. Grâce à ses statistiques élevées, il est capable de sauter facilement à des dizaines de mètres dans les airs, ce qui lui permet de se déplacer sans difficulté. Grâce à sa capacité de dissimulation, il se faufile sans effort dans la chambre du roi sans être détecté, et surprend une conversation entre celui-ci et la princesse au sujet d'un certain plan. Morgan lui rappelle également de veiller à ce qu'aucun élève n'entre dans les archives du château, car il serait néfaste qu'ils apprennent la vérité. Oda ne sait toujours pas exactement quel est leur plan, mais il se doute que ce n'est rien de bon.
Il est donc tenté de poignarder le roi à mort sur le champ et d'en finir une bonne fois pour toutes, mais cela serait trop imprudent, du moins tant qu'il n'aura pas recueilli plus d'informations. Le lendemain matin, Oda se faufile dans la salle à manger et prend un morceau de pain à manger. Il se demande s'il doit lever le voile sur le secret et dire à ses camarades de classe que le roi prépare quelque chose de mal, mais il doute qu'il le croie. À ce moment-là, Tsukasa entre et a quelque chose à dire. Il est clair qu'ils sont devenus plus forts en venant dans ce monde et il estime qu'il est de leur devoir d'utiliser leur nouveau pouvoir pour aider à vaincre le Seigneur Démon, comme le roi leur a demandé de le faire. Il souhaite donc demander le soutien de tous pour atteindre cet objectif et ils semblent tous d'accord avec cette idée. Oda se rend compte que le fait qu'ils considèrent tous le roi et la princesse comme des alliés signifie qu'ils ne le croiraient pas s'il leur racontait ce qu'il a entendu la nuit dernière. Il décide donc de recueillir davantage d'informations avant d'agir. Plus tard dans la journée, les élèves se rassemblent tous dehors pour leur première leçon de combat, et on leur présente Saran Mitray, le commandant chevalier du dernier bataillon de Redi. Il leur annonce qu'il sera chargé de les entraîner pendant le mois suivant, après quoi ils seront autorisés à entrer dans le donjon pour mettre en pratique leurs nouvelles compétences. Oda observe la scène depuis un moment, caché dans un coin, et il n'apprécie pas l'enthousiasme aveugle de ses camarades à l'idée de devenir des héros, mais il ne peut rien y faire dans sa situation actuelle. Il décide donc d'aller chercher plus d'informations. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, Saran semble le remarquer. Il confie donc la responsabilité des élèves à son assistante Gilles et suit Oda. Oda finit par s'arrêter près d'une fontaine et se demande où il devrait aller pour recueillir des informations, mais tout à coup, Saran apparaît derrière lui et lui demande si quelque chose ne va pas. Oda est choqué que quelqu'un ait pu le repérer, car il est sûr que sa compétence de dissimulation est toujours active, mais Saran lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure, car sa compétence est toujours efficace sur tout le monde. Mais qu'il est un cas un peu particulier. Saran possède des yeux enchantés qui lui permettent de percevoir les moindres changements de température, il n'a donc pas eu de mal à remarquer Oda. Oda ne peut pas risquer de voir sa couverture compromise, il saisit donc sa dague, avec l'intention d'éliminer Saran, mais celui-ci lui dit que ce n'est pas nécessaire, car il ne va pas parler de lui au roi ou à la princesse. Oda est surpris d'entendre cela, car il pensait que le commandant des chevaliers serait loyal envers le roi, mais la loyauté de Saran est un peu compliquée, donc dans l'état actuel des choses, il n'a aucune raison de dénoncer Oda. Lui et Oda s'assoient près de l'entrée et Oda explique à Saran qu'il cherche un moyen d'accéder aux archives, car il ne connaît rien à la magie ni au fonctionnement de ce monde. Par exemple, sa compétence de dissimulation était au maximum dès le début, mais il ne sait pas comment améliorer ses autres compétences. Saran lui propose de lui apprendre à progresser, car il ne trouverait pas cette information dans les archives, même s'il essayait. Oda est un peu excité, car il espérait avoir l'occasion de suivre un véritable entraînement d'assassin, mais il n'aime pas accepter de l'aide gratuitement. Alors il demande à Saran s'il peut faire quelque chose pour lui en échange. Saran répond qu'il aimerait simplement en savoir un peu plus sur le monde d'Oda, car il pense que ce serait intéressant à découvrir. Les deux hommes commencent alors officiellement à travailler ensemble. Au cours des semaines suivantes, Oda apprend l'histoire de ce monde et découvre qu'il existe des continents séparés où vivent des elfes et des créatures mi-humaines mi-animales. Ensuite, Saran se charge de former Oda, tandis que Gilles s'occupe de la formation des autres héros. Tout se passe bien pendant un certain temps, mais un soir, Oda vient voir Saran car il a trouvé un livre étrange dans les archives du château. Saran sait déjà de quoi il s'agit, car c'est lui qui a caché ce livre-là pour qu'Oda le trouve, et celui-ci contient des détails sur ce que Saran prévoit de faire. Il dit que le roi n'est plus apte à régner sur ce pays, car il est prêt à payer un prix horrible pour son profit personnel, ce qui ne plaît pas à Saran ni aux autres chevaliers, mais il souhaite maintenir la paix autant que possible afin d'éviter tout bain de sang inutile. Oda pense que les choses auraient été beaucoup plus faciles s'il avait simplement tué le roi quand il en avait l'occasion, mais Saran lui dit qu'il a fait le bon choix en l'épargnant à ce moment-là. Tuer un homme n'est pas un fardeau facile à porter, surtout pour un adolescent comme lui. Ce n'est pas parce qu'il est un assassin qu'il est obligé de tuer, et s'il a vraiment l'intention de rentrer chez lui un jour, il devrait limiter ses meurtres au strict minimum. Oda apprécie les conseils de Saran, mais il lui demande pourquoi il s'occupe autant de lui, alors qu'il n'a rien à y gagner. Saran répond qu'il a de grands espoirs pour Oda, et il ne parle pas seulement de ses statistiques. Lorsqu'il a été convoqué pour la première fois, Oda était le seul à avoir réellement réfléchi à la situation et à ne pas s'être contenté de suivre le mouvement. De plus, rares sont ceux qui auraient pu endurer ce qu'Oda a enduré et en sortir plus fort. Oda est un peu gêné, car il a passé toute sa vie à être ignoré par son entourage, et c'est la première fois que quelqu'un le félicite autant. Saran est heureux de l'avoir rendu heureux, mais il a une faveur à lui demander, car il aurait vraiment besoin d'aide pour le coup d'état qu'il prévoit, et Oda répond qu'il va y réfléchir. À la fin du mois, l'entraînement des héros est enfin terminé, et il est temps pour eux de descendre dans le donjon, mais alors qu'ils défilent dans les rues, Oda remarque quelqu'un qui les observe du coin de l'œil, et il se demande pourquoi elle éprouve une telle animosité envers les héros. Il se faufile donc derrière elle pour lui poser la question.
La jeune fille est surprise par l'apparition soudaine d'Oda, mais il lui assure qu'il ne lui veut aucun mal. Il veut simplement savoir pourquoi elle semble si hostile envers les héros, alors que tous les autres semblent les soutenir. La jeune fille lui demande s'il ne sait vraiment pas ce que le royaume doit sacrifier pour les invoquer ici, mais c'est la première fois qu'Oda entend parler d'un sacrifice, il ne comprend donc pas de quoi elle parle. Elle aurait pu facilement lui dire de quoi il s'agissait, mais au lieu de cela, elle dit à Oda qu'il devrait trouver la réponse par lui-même, car ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se verront. Alors que le groupe s'enfonce dans le donjon, il est contraint de se frayer un chemin à travers un important groupe d'orques, mais peu importe le nombre qu'il tue, il en apparaît toujours davantage. Tsukasa suggère qu'ils battent tous en retraite pour l'instant, et Saran accepte, estimant qu'ils ont suffisamment progressé pour aujourd'hui. Il utilise alors son épée divine pour ouvrir un passage vers la sortie, et ordonne à tout le monde de courir aussi vite que possible. Cependant, après avoir franchi la porte, ils se retrouvent acculés par encore plus de monstres, et leur chance de s'échapper semble mince. C'est alors que Tsukasa se souvient qu'avant leur départ en mission, la princesse lui avait donné une bombe fumigène spéciale qui, selon elle, effraierait les monstres. Il décide donc de tenter le coup et la lance sur les orques, mais à sa grande horreur, la bombe fumigène transforme l'ORC en un minotaure bien plus puissant que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent. Lorsqu'Oda et Gilles arrivent, le groupe est déjà sur le point d'être vaincu. Oda passe alors à l'action et tente de poignarder le monstre dans la nuque, mais sa peau est bien trop résistante pour être transpercée et son épée se brise sous l'impact. Oda est contraint de battre en retraite et trouve Tsukasa agenouillé sur le sol, le bras cassé. Il est en pleine crise de nerfs, car il ne supporte pas de ne pas être assez fort pour vaincre le Minotaure tout seul. Oda sait que Tsukasa a un sens aigu des responsabilités, mais il n'a jamais été du genre à s'effondrer sous la pression comme ça, alors il a l'impression que quelqu'un lui a fait quelque chose. Il demande au désenchantateur du groupe d'essayer de lui jeter un sort de malédiction pour voir ce qui se passe, et comme prévu, les restes d'une malédiction flottent au-dessus de sa tête. Quelqu'un a donc clairement planifié toute cette attaque, et Oda a une bonne idée de qui en est l'instigateur. Pendant que la malédiction de Tsukasa est dissipée, Oda dit à Saran qu'il prévoit d'essayer sa nouvelle compétence. Saran lance alors un éclair sur le Minotaure, et tandis que celui-ci est électrocuté, Oda active sa magie de l'ombre. Des vrilles sombres commencent à émerger de l'ombre avant de transpercer le Minotaure là où il se trouve. Une fois qu'il a été immobilisé, Oda commence à l'attirer dans l'ombre jusqu'à ce que son corps entier soit dévoré, ne laissant que sa tête derrière lui. Cependant, bien qu'il ait réussi à tuer le Minotaure, il ne maîtrise pas encore totalement ses pouvoirs d'ombre, et il commence à lutter pour les empêcher de devenir incontrôlables. Heureusement, Saran vient à son secours pour l'aider à rester calme, jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à retirer les vrilles. Une fois le combat terminé, tout le monde retourne au château, et Saran félicite Oda pour le succès de sa mission. C'est grâce à lui que tout le monde a pu rentrer sain et sauf, mais si son pouvoir d'ombre est incroyablement puissant, il lui coûte également très cher. Alors Saran dit à Oda d'éviter de l'utiliser sauf en cas d'absolue nécessité. Il dit à Oda qu'il a un cadeau pour lui et lui tend un katana. Il explique que la lame a été forgée par le premier héros invoqué il y a plusieurs siècles, et Oda lui en est reconnaissant, mais il se demande pourquoi Saran la lui donne à lui plutôt qu'aux héros actuels, Tsukasa. Saran explique que Tsukasa a déjà reçu l'épée sacrée pour l'utiliser au combat. De plus, le roi remarquerait certainement que quelque chose cloche s'il voyait Tsukasa brandir le katana, car Saran l'a en quelque sorte volé dans l'armurerie royale. Oda comprend, alors il accepte le katana, et il trouve cool de pouvoir utiliser la même épée que l'ancien héros. Mais en parlant de héros, il se souvient que la situation avec Tsukasa ne s'est pas améliorée. Ils ont réussi à comprendre qu'il était maudit, mais si certains symptômes ont été atténués par le sort de désenchantement, la malédiction elle-même persiste, et Oda prévoit de découvrir pourquoi. Plus tard dans la nuit, Oda se faufile dans la chambre de la princesse et la surprend en train de renforcer la malédiction qui pèse sur Tsukasa à l'aide d'un cristal magique afin de le transformer en marionnette. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer ses sorts, Oda passe à l'action et coupe le cristal en deux. Cela devrait suffire à lever la malédiction pour l'instant, mais il a encore quelques questions à lui poser, alors il pointe son épée vers sa gorge et exige de savoir pourquoi elle fait cela. La princesse répond froidement que tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien du roi. Alors il lui demande pourquoi elle suit ses ordres, mais en y regardant de plus près, il remarque qu'il n'y a pas une seule pensée originale derrière ses yeux. Elle est manifestement contrôlée elle aussi, et il ne serait pas juste de la tuer si elle n'agit pas de son plein gré. Oda décide donc de partir. Cependant, il aurait probablement dû la tuer quand même, car dès qu'il est parti, elle se rend dans son placard, rempli de cristaux maudits destinés à chacun de ses camarades de classe, et commence à les utiliser à la place. Peu de temps après, Oda apporte les cristaux à Saran et lui demande s'il sait quelque chose à leur sujet. Saran a déjà vu ces cristaux auparavant, et il murmure qu'il n'arrive pas à croire que le roi n'ait pas encore abandonné. Cela mis à part,
Il demande à Oda s'il s'est révélé à la princesse pendant qu'il détruisait le cristal, et celui-ci admet que oui, mais uniquement parce qu'il voulait savoir ce qu'elle pensait et pourquoi elle faisait tout cela. Saran lui dit que la princesse n'est rien de plus qu'une marionnette pour le roi à ce stade, mais Oda en a fait assez pour aujourd'hui, alors Saran lui dit qu'il devrait aller dormir, mais il conseille à Oda de ne plus rester dans l'enceinte du château. La princesse va certainement essayer de maudire tout le monde à part Tsukasa maintenant, mais elle ne sait pas qui est Oda, donc elle n'a aucun contrôle sur lui. Elle ne sait peut-être pas exactement qui il est, mais maintenant qu'elle sait qu'il y a un assassin dans l'enceinte du château, Saran est sûr que les gardes passeront la nuit à fouiller tous les recoins, et Oda ne pourra donc plus se cacher dans les placards de rangement. Oda s'excuse d'avoir révélé son identité sans penser aux conséquences, mais Saran lui dit qu'il n'a pas à s'excuser. Faire des erreurs est naturel chez les jeunes, c'est donc le rôle de Saran, en tant qu'adulte, de l'aider à gérer les conséquences. Oda se dit reconnaissant d'avoir quelqu'un comme Saran pour veiller sur lui, et Saran lui répond que s'il veut vraiment lui exprimer sa gratitude, il devrait l'emmener avec lui lorsqu'il aura enfin trouvé un moyen de retourner au Japon. Oda passe la nuit dans l'un des arbres, mais il est réveillé par un grand remue-ménage tôt le matin dans le château. Il se demande ce qui peut bien se passer à une heure aussi matinale et décide d'aller voir. Il trouve quelques gardes et ses camarades de classe rassemblés autour de Tsukasa, qui, dès qu'il l'aperçoit, est soulagé de revoir Oda. Oda est heureux de voir que la malédiction qui pesait sur Tsukasa a été levée, mais Tsukasa semble paniquer et lui demande où il était. Oda explique qu'il faisait juste une sieste et demande ce qui se passe ici. Il s'attendait à quelque chose de banal, mais à sa grande horreur, il trouve le commandant Saran gisant sur le sol, une dague plantée dans la poitrine. Oda s'effondre et demande qui a bien pu faire une chose pareille, mais soudain, tous ses camarades de classe se retournent contre lui, l'accusant d'être le meurtrier. Le poignard planté dans la poitrine de Saran est le même que celui qu'ils ont vu Oda utiliser la veille. Cela constituerait une preuve irréfutable contre lui, mais ils ont littéralement vu son poignard se briser contre le Minotaure dans le donjon, donc celui-ci ne peut pas être le sien. Malgré tout, ses camarades de classe affirment tous qu'il est trop suspect, car il disparaît et réapparaît quand bon lui semble. Oda se rend compte que la princesse a dû réussir à jeter un sort à tous ses camarades de classe pour qu'ils agissent ainsi, et que le seul qui reste normal est Tsukasa. Il essaie de prendre la défense d'Oda, car il n'est pas juste de l'accuser de meurtre sans aucune preuve, mais soudain, le roi apparaît et annonce qu'Oda est accusé de trahison pour le meurtre du commandant Saran, et ordonne aux gardes de l'exécuter immédiatement. Oda voit un sourire illuminer le visage de la princesse, et à cet instant, il comprend qu'il est victime d'un complot et qu'aucune explication ne suffira à le sortir de cette situation. Alors que les gardes s'apprêtent à le poignarder, il active son pouvoir de dissimulation et disparaît, ce qui pousse le roi à ordonner à ses hommes de se disperser et de le rechercher partout. Pendant ce temps, Oda se faufile près de Gilles, car il sait qu'il est digne de confiance. Une fois qu'il a attiré son attention, il apprend que les véritables coupables de la mort de Saran sont les assassins personnels du roi et qu'ils vont maintenant s'en prendre à Oda, qui va donc devoir prendre la fuite. Gilles explique que Saran avait anticipé une telle situation et avait donc préparé à l'avance un sac de provisions pour Oda. Oda remercie Gilles pour ses informations et, après avoir rassemblé les provisions, il quitte le royaume. Cette nuit-là, le roi et la princesse se réunissent pour discuter de l'avancement du plan, et le roi est sincèrement surpris de la facilité avec laquelle Saran a été éliminé, mais c'est une bonne chose que les assassins aient pu s'occuper de lui rapidement. La princesse a également fini d'infliger des malédictions à tous les élèves à l'exception de Tsukasa, il ne leur manque plus qu'une justification pour déclencher une guerre avec la nation de l'Est. Le roi dit que les élèves lui seront utiles comme pions dans la guerre, et quant à celui qui a réussi à s'échapper, il est sûr qu'un enfant comme lui ne pourra pas survivre seul dehors, mais par mesure de sécurité, il dit à la princesse d'envoyer les assassins chevaliers corbeaux à sa poursuite. Pendant ce temps, Oda vient d'arriver au donjon, car Saran lui a dit un jour que c'était le meilleur endroit où se cacher si l'on était en fuite. Pratiquement personne ne prendrait la peine de fouiller un donjon juste pour vous trouver, donc vous devriez y être en sécurité, mais l'eau et la nourriture y sont limitées, Oda doit donc être prudent. Même avec les compétences de dissimulation d'Oda, il y a encore beaucoup de monstres là-bas qui peuvent le détecter grâce à leur odorat ou leur ouïe développée, mais à mesure qu'Oda gagne des niveaux dans la classe des assassins, il finira par pouvoir masquer son odeur, le bruit de ses pas et même sa signature thermique jusqu'à devenir véritablement indétectable. Il y a des boss tous les 10 niveaux, et une fois que vous entrez dans une salle de boss, vous ne pouvez plus en sortir tant que vous n'avez pas tué le boss. Y aller seul est donc un pari risqué, mais il n'a pas vraiment le choix s'il veut progresser. Dès qu'il entre, il est immédiatement confronté à une chimère, et bien qu'il parvienne à esquiver ses attaques au début, il est pris au dépourvu lorsque sa queue de serpent commence à cracher du venin, et il est touché à la jambe. À cause de cette blessure, il ne peut plus se déplacer aussi rapidement qu'avant, et la chimère parvient à lui transpercer le dos avec ses griffes. Mais alors qu'elle s'apprête à l'achever, Oda décide d'utiliser son atout et lance un sort d'ombre pour anéantir complètement la chimère. Il réussit à vaincre le premier boss du donjon,
mais les blessures qu'il a subies, combinées à l'épuisement causé par l'utilisation du sort d'ombre, le laissent dans un état critique. La compétence de l'ombre détecte que son maître risque de mourir. Alors pendant qu'Oda est encore inconscient, elle passe automatiquement du mode attaque au mode récupération et commence à soigner ses blessures. Pendant ce temps, au château, Tsukasa vient de demander à tout le monde de quitter le château avec lui. Il lui demande s'il veut partir chasser le roi démon immédiatement, ce qui semble être une bonne excuse, alors Tsukasa s'en tient à cela, mais ses camarades de classe lui disent tous de se taire et de se rasseoir, car ils ne vont nulle part. Il se rend compte que leur comportement doit être dû à la malédiction dont Saran lui a parlé avant d'être tué, et s'il est vrai que tous ses camarades de classe sont sous emprise mentale, alors il va devoir partir seul. Cependant, à sa grande surprise, quelques-uns de ses camarades acceptent de partir avec lui, et quelques heures plus tard, ils se retrouvent tous à l'extérieur de la ville. Ils sont surpris d'avoir réussi à sortir aussi facilement, mais cela semble logique puisque leur excuse était qu'ils voulaient combattre le seigneur démon et qu'il serait absurde que le roi les empêche d'accomplir leur mission. Cela mis à part, Tsukasa se demande pourquoi les autres ont choisi de se joindre à lui alors que tout le monde refusait même d'y songer. Yuki lui répond qu'elle pense que personne ici n'est actuellement affecté par la malédiction de la princesse. Asaina ajoute qu'il pense que ses actions ont peut-être contribué à les libérer de la malédiction, car même s'il ne sait pas exactement pourquoi il l'a fait, il a des souvenirs flous de s'être faufilé dans la chambre de la princesse et d'y avoir brisé un tas de cristaux. Nous découvrons plus tard que c'est Gilles qui en est responsable, car il a utilisé son pouvoir de manipulation pour prendre le contrôle du corps d'Asaina afin de briser la malédiction, et même s'il n'a pu libérer que quelques élèves, il est heureux d'avoir réussi à exaucer le dernier souhait de Saran. Alors que le groupe quitte le royaume, Asaina se dit qu'il doit trouver un moyen de renouer avec Oda. Il regrette de ne pas avoir essayé de le retrouver alors qu'il était encore caché dans le château, et malgré le fait qu'il ait été maudit, il se sent très mal de ne pas avoir pris la défense de son ami. La plupart des élèves de la classe ne parlaient pas beaucoup à Oda, mais un jour, en rentrant de l'école, Asaina est tombée par hasard sur Oda qui travaillait dans le bâtiment. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en dehors de l'école, et Oda lui a demandé de garder son travail secret, car il ne voulait pas que sa petite sœur l'apprenne. Asaina a promis de garder le secret, car il sait ce que c'est que de s'occuper d'une petite sœur, et il se trouve que leurs deux sœurs étaient meilleures amies, ils ont donc bien ri de cette coïncidence. Pendant ce temps, dans le donjon, Oda vient de reprendre conscience, et pour une raison quelconque, il se souvient avoir rêvé du jour où il a rencontré Asaina. Il espère vraiment qu'Asaina va bien, et il est tout aussi inquiet pour sa mère et sa sœur restées au Japon, mais après s'être inquiété, il se rend soudain compte qu'il ne souffre pas atrocement, même si le chimère lui a griffé le dos. Il consulte son écran d'état et constate que ses statistiques ont beaucoup augmenté depuis qu'il a vaincu la chimère, mais cela n'explique pas pourquoi ses points de vie sont presque au maximum malgré tous les dégâts qu'il a subis pendant le combat. Il remarque également que sa compétence de magie de l'ombre est désormais au niveau 3, et il ne comprend pas comment elle a pu augmenter autant après une seule utilisation, mais il n'a pas le temps d'y réfléchir. Il décide donc de continuer à avancer. Plus bas dans le donjon, il finit par tomber sur une boue géante, et après l'avoir ouverte, il trouve une jolie elfe à l'intérieur. Il pense que c'est l'occasion idéale d'essayer l'une des nouvelles compétences qu'il a acquises en passant au niveau supérieur, l'œil du monde. Il active la compétence, et d'un seul coup, toutes les informations sur la vie de la jeune fille affluent dans l'esprit d'Oda, mais c'est beaucoup trop pour lui et il annule la compétence à mi-chemin. La jeune fille n'a plus que 2% de ses points de vie, alors Oda la porte jusqu'au 69e étage et la pose près d'une mare d'eau pour qu'elle puisse se reposer. Elle se réveille plus tard et Oda lui donne de l'eau à boire pour qu'elle se sente mieux. Il dit à Amelia qu'elle devrait dormir davantage pour pouvoir récupérer correctement, mais elle répond qu'elle a trop faim pour dormir, alors il lui prépare un porridge bien épais. La jeune fille est reconnaissante pour la nourriture et commence à manger immédiatement. Une fois qu'elle a fini de manger, elle demande à Oda comment elle est arrivée ici, car elle se souvient d'avoir été plus bas dans le donjon. Il lui explique que c'était le point d'eau le plus proche et qu'il l'a donc portée jusqu'ici. Elle est surprise qu'il ait pris la peine de s'occuper d'elle, même s'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant, car c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait jamais faite pour elle. Quelques heures plus tard, Amelia a retrouvé toutes ses forces, et elle et Oda ont réussi à descendre jusqu'au 80e étage, mais Oda se demande pourquoi elle le suit, car il pensait qu'elle voudrait remonter à la surface dès que possible. Amelia lui dit qu'elle est venue ici pour terminer le donjon, tout comme lui, et qu'elle ne partira pas avant d'avoir atteint son objectif. Les deux se feraient un chemin jusqu'à la salle du boss de l'étage, et dès qu'ils y mettent les pieds, ils sont attaqués par un dragon. Ils sautent tous les deux pour l'esquiver, et Amelia utilise la magie de gravité pour alourdir le dragon pendant qu'Oda tente de lui porter le coup fatal. Cependant, le dragon a réussi à le localiser et le frappe en plein vol. Amelia lui dit que le dragon suit probablement la signature de son mana, et qu'il devrait donc le diffuser dans l'environnement, mais Oda ne sait pas comment faire. Il opte donc pour la meilleure solution de remplacement et utilise son mana pur pour lancer une attaque contre le dragon avant de le poignarder à mort dans les yeux.
Le dragon tombe au sol, vaincu, mais Amelia est perplexe face à ce qu'Oda vient de faire. Il lui explique qu'il ne savait pas comment diffuser son mana dans l'environnement, alors il a simplement utilisé le mana environnant pour attaquer. Amelia est stupéfaite d'apprendre qu'il est capable d'une telle chose, mais avant qu'elle ne puisse lui demander plus d'informations, le cadavre du dragon se met soudainement à briller. Après quelques secondes, le dragon se transforme en chat, mais il reste méfiant à son égard. Amelia analyse donc son état et découvre qu'il s'agit d'un métamorphe et non d'un vrai dragon. Cela explique pourquoi ils ont pu le vaincre si facilement, car un vrai dragon les aurait écrasés lors d'un combat. Soudain, le chat se réveille et se plaint de l'humiliation d'avoir perdu contre un humain. Oda est surpris d'entendre le chat parler, car il ne savait pas que les monstres pouvaient parler, mais le chat ricane et lui dit qu'elle n'est pas un monstre ordinaire. Elle a été créée personnellement par le Seigneur Démon et dotée d'une grande intelligence, elle est donc beaucoup plus sophistiquée qu'un monstre ordinaire. Elle voulait juste s'amuser un peu en jouant le rôle d'un dragon, mais elle est allée trop loin et cela lui a coûté le combat. Elle dit à Oda qu'il est libre de la tuer s'il le souhaite, mais qu'elle a d'abord un message du Seigneur Démon à lui transmettre. Le message invite essentiellement Oda à visiter le château du Seigneur Démon, mais Oda ne comprend pas pourquoi le Seigneur Démon voudrait le voir ni comment il a pu apprendre l'existence d'Oda. La chatte lui dit qu'elle est tout aussi ignorante que lui des plans du Seigneur Démon, mais que sa mission est accomplie. Elle s'allonge donc sur le sol et dit à Oda qu'il peut maintenant la tuer. Oda lui répond qu'il ne le fera pas, car même si la chatte est un démon, il ne la considère pas nécessairement comme maléfique. De plus, il a un faible pour les chats, et préfère donc éviter d'en tuer un brutalement. La chatte lui rappelle que les portes de la salle du boss ne s'ouvriront pas tant que quelqu'un ne sera pas mort, et elle doute qu'il veuille passer le reste de sa vie piégé, mais Oda insiste sur le fait qu'il trouvera un autre moyen. Amelia intervient et mentionne qu'il pourrait y avoir une solution, car si Oda faisait du chat son familier, elle ne serait plus considérée comme le boss de l'étage et les portes s'ouvriraient. Cependant, il y a un hic. Le rituel nécessite un contrôle extrêmement précis de la mana, et si Oda se trompe, il y a un risque que lui et le chat périssent tous les deux. Oda ne bronche pas et dit qu'il est prêt à prendre le risque, mais cela n'a aucun sens pour Amelia, qui lui demande pourquoi il est prêt à mourir pour un chat qu'il vient de rencontrer. Il répond que c'est simplement quelque chose qu'il a décidé de faire, qu'il ira donc jusqu'au bout, et que le chat s'en moque de toute façon, alors elle dit à Oda qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Oda demande à Amelia de lui expliquer comment le rituel doit être effectué, alors elle lui dit qu'il doit d'abord donner un nom au chat. Il y réfléchit un moment avant de finalement trouver un nom, Net. Il a choisi ce nom parce que la fourrure du chat lui rappelle le magnifique ciel nocturne, et elle aime bien ce nom, mais elle fait comme si elle s'en fichait. Oda demande alors à Amelia quelle est la prochaine étape du rituel, et elle lui répond qu'il va devoir verser son mana dans le chat afin de lier leurs âmes. Elle pense qu'Oda devrait y arriver, mais elle le prévient qu'une fois qu'il aura commencé, il ne pourra plus faire marche arrière, et que s'il échoue lors de sa première tentative, il mourra. Oda lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il est sûr de pouvoir y arriver, et elle lui fait confiance. Il commence alors à verser son mana dans Net, et une bulle se forme autour d'eux tandis qu'Oda est aspiré dans l'âme de Net. Au début, tout semble paisible, mais il se retrouve soudainement en train de tomber au-dessus d'une ville menacée de destruction imminente, et le responsable de toute cette destruction n'est autre que Net. C'est l'un de ses souvenirs parmi les innombrables calamités qu'elle a causées au cours de sa longue vie, mais avant qu'elle ne puisse causer davantage de dégâts, Oda tend la main et lui crie d'arrêter. Cela attire l'attention de Net, qui dirige alors une explosion vers Oda, le projetant sur un toit et le laissant légèrement blessé. Net dit à Oda de dégainer son épée et de la tuer ici et maintenant, car s'il ne le fait pas, il va perdre la vie, et mourir ici le rendrait végétatif dans la vie réelle. Elle essaie de forcer Oda à riposter en l'attaquant de toutes ses forces, et dans le monde réel, Amelia voit Oda commencer à saigner des oreilles alors que son âme subit des dommages. De retour dans le monde des âmes, Oda se précipite droit sur Net, mais alors qu'elle pensait qu'il allait la frapper, il se laisse empaler sur ses griffes parce qu'il ne veut pas la tuer. Net ne comprend pas ce qu'Oda essaie de faire, car tout ce qu'il avait à faire pour survivre était de mettre fin à sa vie, mais il dit que cela ne lui suffit pas. Il sait que Net ne veut pas vraiment le tuer, ni tuer qui que ce soit d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, Net répond que cela n'a pas d'importance, car elle est un monstre. Oda lui répond qu'il n'y a aucune règle qui lui impose de tuer des humains simplement parce qu'elle est un monstre, mais Net lui répond que c'est un instinct primitif. Oda comprend que Net déteste vivre ainsi, alors il lui dit que tant qu'elle sera avec lui, il prendra soin d'elle et que ses jours de destruction insensée sont terminés. Cela finit par convaincre Net, qui décide de faire confiance à Oda et se blottit dans ses bras. De retour dans le monde réel, Oda s'évanouit presque d'épuisement, mais Amelia le rattrape et, l'air soulagé, lui dit qu'il a réussi. Oda s'approche alors de Net et pose sa main sur sa tête. Un motif apparaît sur le dos de sa main pour symboliser son lien avec Net, et au même moment, le motif sur le front de Net passe du rouge à l'or.
Net dit à Oda qu'il a éveillé son intérêt et qu'elle aimerait rester à ses côtés et être témoin de son voyage, alors elle lui jure une fidélité éternelle. Soudain, un cercle de téléportation commence à briller sur le sol, et le fait qu'il soit apparu signifie que Net n'est plus considéré comme un boss par le labyrinthe, ils sont donc libres de partir. Oda trouve cela formidable qu'il soit libre de partir, mais Net est encore affaibli par ses blessures, alors il lui dit qu'elle peut se reposer aussi longtemps qu'elle le souhaite, car aucun autre monstre ne pourra entrer ici. Dans ce cas, Amelia suggère qu'ils s'assoient tous pour discuter agréablement afin de faire connaissance pendant qu'ils attendent, et Net accepte. Pendant ce temps, les camarades de classe d'Oda viennent d'arriver dans la ville de Yamato. Comme cet endroit a été fondé par le héros invoqué il y a plusieurs générations, il présente de nombreuses caractéristiques esthétiques japonaises. Ils paient une auberge et s'assoient tous pour discuter de leur situation actuelle. Tsukasa informe tout le monde que leurs fonds sont presque épuisés et qu'ils doivent donc trouver rapidement du travail afin de pouvoir continuer à couvrir leurs dépenses. L'un de ses camarades de classe lève la main et suggère qu'ils deviennent tous aventuriers pour gagner de l'argent, puisqu'ils en ont croisé plusieurs en chemin. Tsukasa trouve que c'est une excellente idée, mais outre leurs problèmes financiers, ils s'inquiètent également du fait qu'ils ne savent encore presque rien de ce monde. Ils ne peuvent pas vraiment se fier à ce que leur ont dit le roi et la princesse, alors il dit à tout le monde de lire autant de livres que possible pour reconstituer l'histoire de ce monde. Ils sont tous d'accord avec son plan, mais ils doutent que lire un tas de livres soit d'une grande aide, car leur objectif principal est de trouver un moyen de retourner au Japon, et ils doutent de trouver la réponse dans un livre au hasard. Tsukasa y a déjà pensé, alors il leur dit que selon lui, le moyen le plus rapide pour eux de rentrer chez eux est de jouer le rôle de héros et de tuer le roi démon. C'est le roi qui les a invoqués ici, donc naturellement, ils sauraient comment les renvoyer, et une fois qu'ils auront vaincu le seigneur démon, quels que soient les plans maléfiques qu'il a en tête, ils seraient obligés de les renvoyer chez eux. Pour l'instant, il dit à tout le monde qu'ils doivent rassembler autant d'argent et d'informations que possible, et une fois qu'ils les auront, il suggère qu'ils se rendent directement sur le continent démoniaque pour défier le seigneur démon. Cependant, Asaina s'oppose à ce plan. Il dit que la meilleure chose à faire serait de rester sur place et d'attendre de rencontrer Oda, car il finira forcément par se montrer dans la ville tôt ou tard. Oda est sans aucun doute le plus fort d'entre eux, et Asaina pense qu'il serait stupide de défier le seigneur démon sans sa force. Nanase est d'accord, car il n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler à Oda auparavant, mais Desuke s'oppose fermement à cette idée, car il pense toujours qu'Oda est peut-être celui qui a tué le commandant Saran. Asaina lui répond qu'ils en ont déjà discuté, mais que le roi a utilisé la magie pour manipuler leurs souvenirs afin de les monter contre Oda, donc malgré ce dont Desuke se souvient, Oda est complètement innocent. Quoi qu'il en soit, Yuki dit qu'Oda est loin d'ici en ce moment, et même s'il était là, rien ne garantit qu'il voudrait les aider après tout ce qu'il a enduré. Comme Tsukasa est le chef, Shiori lui demande s'il pense qu'il devrait attendre Oda ou continuer sans lui. Tsukasa réfléchit un instant et comprend pourquoi Asaina voudrait attendre Oda, car c'est un ami fiable et il est beaucoup plus fort que les autres, mais il ne pense pas qu'Oda voudrait faire équipe avec eux. Il a toujours été quelqu'un qui aime faire les choses seul, et vu la différence de puissance entre lui et le reste de la classe, il ne ferait que le ralentir. C'est pourquoi il suggère qu'ils s'entraînent tous aussi dur que possible afin d'atteindre le niveau de force d'Oda, et ce n'est qu'après cela qu'ils seront prêts à défier le seigneur démon. De retour dans le donjon, Amelia raconte comment elle a été trahie par son peuple et pourchassée, jusqu'à ce qu'elle soit finalement acculée au bord d'une falaise. Elle a demandé à sa sœur et à son peuple pourquoi ils lui faisaient cela, car jusqu'à présent, elle n'avait jamais rien fait qui justifie une telle haine de leur part, mais sa sœur n'avait pas de réponse concrète. Elle a simplement dit qu'il voulait la mort d'Amelia. N'ayant pas d'autre choix, Amelia a utilisé sa magie de gravité pour détruire le sol sous ses pieds et se jeter dans les eaux en contrebas afin d'échapper à ses agresseurs. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée sur le rivage d'une terre lointaine et inconnue. Peu après, elle a été avalée par une boue sombre, et la seule chose dont elle se souvienne ensuite, c'est de s'être réveillée à côté d'Oda. Oda et Net sont surpris par la gravité de la situation d'Amelia, mais Net est intrigué par la boue sombre qui a englouti Amelia, car les boues ne mangent généralement pas les humains, et même si celle-ci l'a fait, elle a du mal à croire qu'Amelia ait survécu aussi longtemps sans être digérée. Quoi qu'il en soit, Amelia dit qu'elle est reconnaissante à la boue de l'avoir mangée, car sans cela, elle n'aurait jamais eu la chance de rencontrer Oda. Oda lui demande si elle a l'intention de rentrer chez elle un jour, mais Amelia répond qu'elle n'a pas de maison où retourner. Il lui demande si elle a au moins essayé de discuter avec sa sœur de ce qui s'est passé, mais étant donné que la sœur d'Amelia a essayé de la tuer, je ne pense pas que discuter soit une option pour elle. La position d'Oda à ce sujet est biaisée, car il a lui aussi une petite sœur, mais celle-ci n'a jamais essayé de le tuer. Il tient beaucoup à elle et, à un moment donné, il a fait des heures supplémentaires pendant des semaines juste pour pouvoir lui acheter un nouveau téléphone, car l'ancien était cassé. Julie ne semblait pas satisfaite du cadeau à ce moment-là, mais ce n'était pas parce qu'elle était ingrate, c'était parce qu'elle n'aimait pas le fait qu'Oda se mette autant de pression juste pour lui acheter un cadeau. À ce moment-là, leur mère est sortie et a dit à Julie de ne pas être si dure avec Oda,
car il se mettait autant de pression uniquement parce qu'il l'aimait. Julie se sentait toujours mal à l'aise à l'idée qu'Oda travaille si dur pour elle, mais elle appréciait son geste, alors elle la remerciait de toujours veiller sur elle. Oda manque beaucoup à sa mère et à lui, alors il veut rentrer chez lui dès que possible, mais avant cela, il a quelque chose à faire. Au Japon, personne ne semblait remarquer Oda, ce qui explique probablement pourquoi sa capacité à dissimuler sa présence est l'une de ses plus grandes forces. Cependant, le commandant Saran s'est intéressé à lui, et Oda lui doit beaucoup de son évolution, mais le roi l'a assassiné de sang-froid afin de faire porter le chapeau à Oda, et celui-ci refuse de laisser cette transgression impunie. Ils sont tous arrêtés à présent, alors Oda demande à Net où le cercle de téléportation va les emmener. Malheureusement, elle répond qu'elle n'en a aucune idée, car seuls quelques démons dans le monde sont capables de manipuler les cercles de téléportation, et elle n'en fait pas partie. Amelia se souvient d'avoir entendu une rumeur selon laquelle les cercles de téléportation vous envoient à l'endroit où vous désirez le plus aller, et s'il y a plusieurs utilisateurs, ils choisissent une personne et envoient tout le monde à la destination de cette personne. Ils passent tous à travers, et l'instant d'après, ils se retrouvent au milieu d'une grande plaine avec un arbre massif au loin. Pour Oda, c'est une agréable surprise, mais pour Amelia, c'est un revirement de situation terrifiant, car elle reconnaît cet arbre, ce qui signifie qu'elle est de retour dans le royaume des elfes. Soudain, un elfe en reconnaissance dans un arbre voisin les repère et tire immédiatement une flèche sur Amelia. Oda s'en aperçoit à temps pour la mettre en sécurité, puis il appréhende l'elfe et l'emmène pour l'interroger. L'elfe dit qu'il a été envoyé ici pour enquêter sur une étrange lumière bleue qui est soudainement apparue, mais à sa grande surprise, il a trouvé la princesse traîtresse, et c'était un meurtre à vue à partir de là. Il se met alors à insulter Amelia avec une extrême malveillance, alors Oda l'assomme, mais cela ne résout pas leur problème car pendant que l'elfe parlait, d'autres elfes sont arrivés et les ont encerclés, y compris la sœur d'Amelia. Avant tout cela, la vie d'Amelia se déroulait plutôt bien. Elle était en passe de devenir la prochaine souveraine du royaume des elfes et entretenait d'excellentes relations avec sa sœur, du moins le croyait-elle. Peu à peu, tous ses conseillers et gardes se sont retournés contre elle, jusqu'au jour où Kilika l'a soudainement accusée d'avoir commis un crime odieux. Sans mener la moindre enquête, les gardes ont tous conclu qu'Amelia devait être coupable, car elle était une enfant maudite. Elle a été contrainte de fuir le royaume avant que Kilika et les gardes ne puissent la capturer, et maintenant qu'ils se retrouvent face à face, elle ne sait pas quoi faire. Elle essaie de dire à Kilika qu'elle partira de son plein gré, qu'il n'y a donc pas besoin de recourir à la violence, mais Kilika est déterminée à capturer Amelia. Cependant, avant que Kilika ne puisse faire quoi que ce soit, Oda s'interpose devant Amelia pour la protéger. Kilika demande à Oda qui il croit être pour s'immiscer dans les affaires des elfes, mais celui-ci répond qu'il a rencontré Amelia la veille et qu'il l'apprécie, et qu'il ne laissera donc pas Kilika lui parler ainsi. Il remarque également que Kilika ne cesse de qualifier Amelia de criminelle, et lui demande quel crime elle a réellement commis. Kilika baisse alors sa manche pour révéler un gros bleu qui couvre tout son bras. Elle raconte à Oda qu'Amelia l'a empoisonné en lui faisant passer un poison pour une potion, et que même pour un membre de la famille royale, nuire à un autre membre de la famille royale est tout à fait impardonnable. Amelia se défend et dit que ce qu'elle a donné à Kilika était bien une potion, mais Kilika répond que personne ne croira jamais cela. Elle s'approche alors d'Oda et le regarde droit dans les yeux. Amelia comprend immédiatement ce que Kilika essaie de faire, alors elle avertit Oda de s'éloigner d'elle, mais il est déjà trop tard. Kilika rit et déclare que son pouvoir d'hypnotisation est déjà actif, que le cœur d'Oda lui appartient désormais, et qu'Amelia n'a donc plus aucun allié. Kilika s'attendait à voir une expression de désespoir total sur le visage d'Amelia, mais au lieu de cela, elle ne voit que de la rage. Amelia crie à Kilika d'annuler son sort et de s'excuser auprès d'Oda, car il devrait être libre de choisir qui il aime. Voir Amelia aussi en colère surprend vraiment Kilika, car elle a toujours connu sa sœur comme une personne faible et docile, mais à présent, elle semble prête à égorger quelqu'un. À ce moment-là, Oda prend la parole et dit à Amelia de se calmer, car il n'est sous l'emprise d'aucun sort, et cela parce que les compétences de type mental comme Mesmerise ne fonctionnent efficacement que sur les personnes plus faibles que soi. Kilika refuse de croire qu'un Benquin comme Oda soit réellement plus fort qu'elle, et il se moque de ce qu'elle pense de lui, mais il se soucie de ce que les gens pensent d'Amelia, alors il dit à Kilika qu'elle va devoir retirer les fausses accusations qu'elle a portées contre Amelia. Kilika lui demande ce qui lui fait penser que ces accusations sont fausses, et Oda lui explique qu'il sait qu'Amelia n'est pas le genre de personne à s'abaisser à empoisonner un membre de sa famille. Kilika se rend compte qu'elle ne parviendra pas à convaincre Oda de lui livrer Amelia, alors elle ordonne à tous ses gardes de le tuer immédiatement. Cependant, avant qu'ils ne puissent attaquer, le roi de la nation des elfes apparaît et leur ordonne de baisser leurs armes. Kilika est choqué de le voir ici, car il était censé être en voyage d'inspection pendant les prochains mois, mais il explique qu'un imprévu l'a contraint à rentrer plus tôt que prévu. Il exige de savoir ce que Kilika fait ici. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, tous les gardes prennent sa défense et disent au roi qu'elle n'a rien fait de mal.
Le roi comprend immédiatement qu'elle a dû utiliser son pouvoir d'hypnose pour contrôler les gardes, et lui ordonne de les libérer. Il se dirige ensuite vers Amelia pour s'excuser. Il n'a aucune idée de ce que sa sœur a dû lui faire subir, mais il lui assure que Kilika sera punie pour ses actes. Il se tourne ensuite vers Oda et lui ordonne de partir immédiatement, car il n'y a aucune raison pour qu'un humain se trouve sur le territoire des elfes. Amelia tente de prendre la défense d'Oda et dit à son père que c'est lui qui l'a sauvé et ramené ici. Cependant, bien que le roi soit reconnaissant à Oda d'avoir ramené Amelia, il n'aime toujours pas les humains en général, et ordonne donc à Oda de partir malgré tout. Dans ce cas, Amelia dit qu'elle va partir elle aussi, mais le roi se met en colère et répond qu'il ne laissera jamais cela arriver. Amelia est la seule personne en qui il a confiance pour diriger le royaume après sa mort, il ne la laissera donc pas partir. Mais Oda lui répond que c'est à Amelia de décider. Le roi ordonne à Oda de rester en dehors de cette affaire, car cela ne le concerne pas, mais Oda n'est pas l'un des sujets du roi, il n'a donc aucune raison d'obéir à ses ordres. En fait, il dit qu'il est plus que disposé à forcer le roi à l'écouter, et à en juger par ce qu'Oda a fait à Liam sur le sol là-bas, le roi peut voir qu'il ne bluffe pas. Cela dit, le roi n'a jamais été du genre à se dérober, il lance donc un défi à Oda à condition que le perdant obéisse aux ordres du vainqueur, et Oda accepte. Le roi déclare alors que le duel aura lieu au pied de l'arbre sacré, conformément à leur tradition. Alors qu'il marche vers l'arbre, Amelia s'excuse auprès d'Oda de l'avoir entraîné dans cette situation, mais il répond qu'elle n'a pas à s'excuser, car c'est lui qui a choisi de s'impliquer. Changeant de sujet, il se souvient que Kilika a qualifié Amelia d'enfant du fléau, et il lui demande ce que cela signifie. Amelia explique qu'il existe une ancienne légende elfique selon laquelle, lorsqu'une paire de jumeaux naît, l'un des deux diffère de ses parents et est censé apporter le malheur sur le pays. C'est pourquoi on les appelle les enfants du fléau. Autrefois, les gens tuaient le jumeau différent à la naissance à cause de cela. Ned est surpris d'apprendre que les elfes y croient encore, alors que cette légende a été prouvée comme étant une simple superstition il y a longtemps. Amelia dit que ce n'est généralement plus un problème, mais Kilika en parle beaucoup ces derniers temps, car la couleur de ses yeux et de ses cheveux est différente de celle du reste de sa famille. Il est assez évident que Kilika utilise simplement cela comme excuse pour s'aliéner Amelia. Personnellement, Oda trouve que les cheveux et les yeux d'Amelia sont magnifiques. Ils finissent par arriver à l'arbre sacré, et comme c'est Kilika qui a déclenché toute cette histoire, c'est elle qui affrontera Oda dans le duel. Avant le début du combat, Oda décide de ne pas utiliser son pouvoir de dissimulation, car il ne verrait pas l'intérêt de gagner si personne ne le voyait clairement le faire. Amelia prévient Oda que Kilika est la plus forte épéiste parmi les elfes, qu'il ne sera donc pas facile de l'affronter et qu'il doit être prudent. Oda remarque qu'Amelia semble tenir Kilika en haute estime malgré tout ce qui s'est passé, alors elle lui explique qu'elles étaient très proches quand elles étaient petites et que, quoi qu'elle fasse, Amelia considérera toujours Kilika comme sa chère sœur. Au début du combat, Kilika dégainera son épée, mais Oda choisira de se battre avec son épée encore dans son fourreau. Kilika lui demandera s'il essaie de se moquer d'elle en ne prenant pas le combat au sérieux, mais Oda répondra simplement qu'il ne veut pas risquer de la tuer accidentellement pendant leur combat. Dès le début du combat, Kilika se précipitera sur Oda et lancera une succession de coups précis visant ses points vitaux, mais Oda parviendra à les esquiver tous. Il admet que Kilika mérite certainement le titre de plus forte épéiste, mais il est tout simplement trop rapide pour elle, ce qui lui permet d'esquiver ses attaques et de la repousser. Il dit à Kilika de se rendre avant de se blesser, mais elle refuse d'être méprisée et active son atout. Un torrent de vent commence à entourer sa lame alors qu'elle envoie une violente rafale en direction d'Oda. Il n'a jamais rien vu de tel auparavant, ce qui le prend au dépourvu pendant un instant, mais il parvient finalement à esquiver le souffle. Knet reconnaît la technique de Kilika comme étant de la magie de renforcement, et Amelia explique qu'elle est la seule elfe capable de l'utiliser, elle s'est donc entraînée jusqu'à la maîtriser presque à la perfection. Elle est capable de lancer de puissantes attaques de vent à volonté, Oda est donc obligé de courir dans tous les sens pour éviter d'être touché. Mais à un moment donné, il remarque que Kilika a l'air vraiment triste. Il lui demande pourquoi, et elle essaie de nier, affirmant qu'elle n'a jamais été aussi heureuse, mais Oda lui répond qu'elle a l'air malheureuse. Kilika ne veut plus écouter les questions indiscrètes d'Oda, alors elle lui lance une autre attaque, mais il esquive facilement et lui fait un croche-pied, la faisant tomber au sol. Au moment où elle se relève, Oda se tient déjà derrière elle et place son épée sur son cou, lui montrant qu'il aurait pu la tuer s'il avait voulu. Il demande une fois de plus à Kilika de se rendre et de faire la paix avec Amelia, mais Kilika refuse catégoriquement. Elle dit qu'elle ne fera jamais la paix avec quelqu'un qui lui a tout volé. Elle se met alors en colère et commence à lancer des rafales de vent dans toutes les directions. Elle dit qu'elle n'a plus rien parce qu'Amelia et sa nature divine lui ont tout pris. Kilika s'entendait très bien avec Amelia quand elles étaient plus jeunes, mais on a ensuite découvert qu'Amelia possédait la classe de médium spirituel, et qu'une fois maîtrisée, elle pourrait devenir l'une des personnes les plus puissantes du continent. À partir de ce jour, rien de ce que Kilika faisait n'était jamais assez bien.
Amelia tente de lui dire que ce n'est pas vrai, mais Kilika est trop bouleversée pour écouter la voix de la raison. À ce moment-là, Liam s'approche d'Amelia et lui demande de l'aider à sauver Kilika, et elle comprend immédiatement ce qu'il essaie de faire. Elle grimpe sur le dos de Knet et utilise le pouvoir de la branche sacrée que Liam lui a donné pour lancer un sort de purification et libérer tout le monde du sortilège hypnotique de Kilika. Cela rend Kilika complètement folle de rage, alors elle libère son souffle de vent le plus puissant à ce jour, et Oda est obligé d'utiliser sa magie de l'ombre pour le contrer. Il finit par réussir à vaincre la force de sa magie du vent, renversant Kilika au sol et lui faisant perdre toute envie de se battre. À ce moment-là, Liam et Amelia s'approchent pour voir comment elle va, et Kilika leur demande s'ils sont là pour se moquer d'elle maintenant qu'elle a été vaincue. Liam lui répond que ce n'est pas le cas, car il s'inquiète pour elle, mais elle ne le croit pas, car elle pense que dès que le sortilège hypnotique a cessé d'agir sur lui, il s'est précipité vers Amelia pour l'aider à défaire le reste. Cependant, Amelia dit à Kilika qu'elle se trompe, car Liam n'a jamais été sous son charme. Kilika pense qu'Amelia lui ment, alors elle dit qu'il devrait se dépêcher de l'exiler ou de l'exécuter, car elle ne veut plus vivre ainsi. Mais le roi répond que si quelqu'un doit être puni, c'est lui, car c'est lui qui a fait de Kilika ce qu'elle est aujourd'hui. Kilika ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors le roi lui explique qu'il a scellé certains de ses souvenirs il y a longtemps pour la protéger, mais qu'il réalise maintenant que c'était une erreur. Il annule son pouvoir d'oubli, et d'un seul coup, les souvenirs perdus de Kilika lui reviennent. Quand elle était petite, Kilika s'entraînait beaucoup près du donjon, mais un jour, un inconnu est apparu près de l'entrée et lui a dit qu'elle pourrait devenir plus forte beaucoup plus rapidement si elle utilisait l'une de ses boules. Kilika, qui était une enfant naïve, a pris les boules de l'inconnu et s'est précipitée dans le donjon pour les essayer. Cependant, après les avoir utilisées, une horde de monstres puissants est soudainement apparue. Elle savait qu'il serait risqué de les combattre seule, alors elle s'est enfuie du donjon. Normalement, les monstres des donjons ne devraient pas pouvoir sortir du donjon, mais ceux-ci n'étaient apparemment pas des monstres ordinaires. À ce rythme, ils allaient attaquer le village des elfes, alors Kilika a décidé de rester et de les combattre. Elle tenait bon, et toute cette agitation alerta les autres elfes, qui vinrent en renfort. Liam fut le premier à arriver, mais malheureusement, il fut immédiatement transpercé par un gobelin, et Kilika dut regarder son ami mourir sous ses yeux. Le traumatisme et la culpabilité liés à cet événement faillirent briser l'esprit de Kilika, alors le roi choisit de sceller ses souvenirs douloureux pour la protéger de la vérité. Liam n'était pas le seul à avoir péri dans ce combat, mais la situation fut sauvée grâce à Amelia qui utilisa sa magie de médium pour créer 2 sorts, un sort de gravité et un sort de résurrection. Elle a ainsi pu ressusciter tous ceux qui étaient morts, et il n'y a donc eu aucune perte réelle ce jour-là. Mais comme Kilika était la seule à ignorer ce qui s'était passé, toutes les personnes impliquées se sont involontairement éloignées d'elle, et elle a interprété cela comme un désintérêt de leur part parce qu'elle n'était pas une médium comme Amelia. Kilika fond en larmes en réalisant qu'elle a transformé sa propre sœur en ennemie à cause d'un stupide malentendu, mais Amelia lui dit que ce n'est pas vrai, car elle ne pourrait jamais vraiment détester Kilika. Elle a beaucoup d'excuses à présenter pour compenser tous les problèmes qu'elle a causés à Amelia, mais au bout du compte, elles seront toujours une famille, et aux yeux d'Amelia, rien ne peut changer cela. Ce soir-là, un festin est organisé pour célébrer le changement d'attitude de Kilika, et le roi remercie Oda d'avoir aidé à résoudre le problème. Comme promis, il accepte de laisser Amelia décider ce qu'elle veut faire, même si cela signifie qu'elle partira en voyage avec Oda. À ce propos, le roi demande à Oda où il compte se rendre ensuite, et celui-ci répond qu'il se dirige vers le continent des bêtes, car Knet lui a dit que c'était un excellent endroit pour acheter des armes et de l'équipement. Pendant ce temps, Azaina et les autres camarades de classe d'Oda montent tous à bord d'un navire à destination du continent des bêtes. Ils avaient initialement prévu d'attendre qu'Oda se présente, mais ils sont déjà devenus si forts que les monstres du donjon de Yamanu ne leur apportent plus d'expérience. Plutôt que de rester inactifs, ils ont donc décidé de se rendre sur le continent des bêtes pour améliorer leur équipement. Le lendemain matin, le roi des elfes prépare une escorte pour conduire Oda et Amelia jusqu'aux limites du royaume afin qu'ils puissent poursuivre leur voyage. Oda trouve cela un peu exagéré, mais le roi lui explique qu'il y a eu récemment de nombreux enlèvements le long de la côte et qu'il souhaite simplement assurer leur sécurité. En fait, il dit qu'il se sentirait beaucoup mieux si Oda acceptait qu'il escorte personnellement, mais celui-ci refuse immédiatement l'offre du roi et accepte de prendre simplement la calèche. Pendant le trajet en calèche, Oda demande à Night pourquoi elle s'est montrée si docile pendant le drame avec les elfes, alors qu'elle aurait certainement pu faire plus pour intervenir. Elle lui explique qu'elle ne voulait pas révéler qu'elle était un démon, car tout le monde ne l'accepterait pas aussi bien que lui. Oda comprend pourquoi elle veut se comporter comme un chat normal, mais il lui demande si le seigneur démon est d'accord avec cela, car il pourrait encore l'observer. Night lui répond qu'il a raison, car ses yeux et ses oreilles sont toujours liés au seigneur démon, qui peut donc suivre tout ce qu'elle fait. Cependant, il n'a plus aucun contrôle sur les actions de Night, et elle n'a aucune intention de trahir Oda.
Oda est heureux de l'apprendre, car il pourrait finir par se heurter au Seigneur Démon lorsqu'ils se rencontreront enfin, mais Amelia pense que cela a peu de chances d'arriver. Elle a plutôt l'impression que le Seigneur Démon veut être ami avec lui, et Knight partage le même sentiment, car le coup qu'Oda a réussi hier a certainement éveillé l'intérêt du Seigneur Démon. Peu de gens sont capables d'utiliser la magie de l'ombre au combat, mais Oda a réussi à s'en envelopper entièrement. Oda dit qu'il l'a fait dans le feu de l'action, car il craignait que sa magie de l'ombre ne consume Kilika, mais même si ce n'était pas intentionnel, un tel exploit reste impressionnant. À ce moment-là, Oda sent quelque chose devant lui, alors il demande au cocher de s'arrêter et descend. Il dit à tout le monde que son sens de la détection l'a alerté de la présence de personnes plus loin sur la route, et après avoir jeté un coup d'œil avec une longue vue, le cocher confirme qu'il y a effectivement un groupe de bandits devant eux. Malheureusement, les bandits les remarquent également, et ils détiennent une elfe en otage, qu'ils menacent de tuer si Oda et les autres ne font pas exactement ce qu'ils leur disent. Le groupe n'a d'autre choix que d'obéir pour l'instant, alors les bandits sortent des cordes et leur ordonnent de s'attacher. À ce moment-là, Amelia descend de la calèche, et dès que les bandits voient la couleur de ses cheveux, ils s'excitent car ils la reconnaissent comme l'une des princesses elfiques, et s'ils l'offrent à Lord Graham, ils sont sûrs d'obtenir une énorme prime. Cependant, alors que les bandits ricanent entre eux, Oda active son pouvoir de dissimulation et en un instant, il assomme tous les bandits avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Il demande ensuite au conducteur d'attacher tous les bandits avec les cordes qu'ils ont apportées, et pendant qu'il le fait, Oda se demande qui est ce Lord Graham dont les bandits ont parlé. Heureusement, le conducteur dit qu'il a déjà entendu parler de Lord Graham, et il informe Oda que Graham est un membre de la famille royale de la nation de Burak. C'est une information suffisante pour Oda, qui demande au conducteur de ramener les bandits au château des elfes, tandis que lui et Amelia poursuivront leur voyage à pied. Le conducteur commence à protester, car ses ordres étaient d'escorter Oda et Amelia jusqu'au port, mais ils sont déjà assez proches, et Oda lui dit qu'ils n'auront aucun mal à y arriver. Peu après, Oda, Amelia et Knight montent à bord d'un bateau, et une fois arrivés à destination, Oda prévoit de s'acheter de nouveaux équipements afin de pouvoir encore progresser. Amelia est un peu surprise qu'Oda veuille devenir encore plus fort alors qu'il est déjà si puissant, mais il répond qu'il doit continuer à s'améliorer s'il veut venger Saran un jour. Knight mentionne que la ville portuaire vers laquelle ils se dirigent abrite un labyrinthe, ce qui permettra à Oda de gagner des niveaux une fois qu'ils y seront arrivés. Cependant, cela prendra au moins quelques jours, elle suggère donc de se détendre et de profiter du voyage jusqu'à leur arrivée. Amelia est enthousiaste, car c'est la première fois qu'elle voyage en bateau, et elle dit qu'elle a hâte de regarder le coucher de soleil avec Oda, mais lorsqu'elle se tourne vers lui pour lui demander ce qu'il en pense, elle se rend compte qu'il n'a pas prêté attention à un seul mot de ce qu'elle a dit. Il est occupé à lire un livre que le père d'Amelia lui a offert en guise de cadeau d'adieu, et il est tellement absorbé par sa lecture qu'il remarque à peine qu'Amelia lui fait la moue. Oda passe tout le voyage à lire son livre, si bien qu'à leur arrivée sur le continent des Beastfolk, Amelia n'a pratiquement pas pu passer de temps avec lui. Alors qu'ils descendent du bateau, Oda remarque que les humains sont les seuls à effectuer les tâches manuelles ici, ce qui lui semble un peu étrange, mais après avoir fait quelques pas dans la ville, il est confronté à un groupe d'hommes bêtes qui lui ordonne de laisser Amelia derrière lui et de partir. Il se rend compte que les hommes bêtes doivent mépriser les humains et que s'occuper de ces clowns pourrait devenir très compliqué, alors il demande à Amelia de rester en retrait et de le laisser s'en occuper. Il se dirige vers les hommes bêtes, qui se moquent tous d'Oda, car il est impossible qu'un humain chétif puisse rivaliser avec leur force. Mais même s'il pourrait facilement les battre, Oda choisit l'option la plus classe et utilise sa magie de l'ombre pour les aveugler. Il conduit ensuite Amelia devant les voyous, mais alors qu'ils entrent dans la ville, il remarque que beaucoup de gens les regardent, et que leur regard semble être dirigé vers Knight. Knight explique que les chats sont méprisés ici par peur. Plus tard dans la nuit, ils s'enregistrent dans un hôtel, et après avoir pris un copieux repas, Oda suggère qu'ils aillent se coucher. La chambre dispose de 2 lits, mais Amelia, le visage rouge, dit qu'ils sont si grands qu'elle et Oda pourraient probablement en partager un. Oda est pris au dépourvu, mais Knight comprend exactement ce qu'Amelia essaie de faire, alors elle décide de sortir pour leur laisser un peu d'intimité. Oda tente de la convaincre de revenir, mais elle est déjà partie depuis longtemps, et Amelia annonce qu'elle va prendre une douche, alors il ne sait pas quoi faire. Quand Amelia revient en chemise de nuit, elle trouve Oda utilisant la technique avancée qui consiste à faire semblant de dormir. Elle suppose qu'il doit être épuisé par le long voyage, alors elle décide de reporter ses activités prévues et se glisse simplement dans le lit, à côté de lui pour dormir. Le lendemain matin, Knight revient dans la chambre et, lorsqu'elle voit Oda et Amelia ensemble dans le lit, elle suppose qu'ils ont dû s'amuser après tout, mais cela n'a pas d'importance. Elle leur dit qu'un invité va bientôt arriver et qu'ils doivent s'habiller. Peu après, on frappe à la porte. Oda invite le visiteur à entrer, et un homme nommé Crow fait son apparition. Knight explique que Crow est le meilleur forgeron du continent. Elle l'a rencontré la veille au soir et lui a demandé de venir ici. Normalement, Crow n'accepterait jamais une telle demande, mais comme c'est le cauchemar d'Adlia,
en personne qui la lui a faite, il n'a pas pu refuser. Amelia se demande ce que Crow voulait dire en qualifiant Knight de « cauchemar d'Adlia », mais elle n'a pas le temps de lui poser la question, car Crow demande à Oda de lui remettre son arme afin qu'il puisse l'inspecter. Il voit tout de suite qu'Oda a probablement trop utilisé cette arme dans un labyrinthe récemment, vu tous les dégâts qu'elle a subis, et Amelia est impressionnée qu'il puisse voir tout cela d'un simple coup d'œil. Oda demande si Crow va pouvoir la réparer, et Crow répond qu'avec les bons matériaux et un budget suffisant, il devrait y arriver. Oda demande également s'il pourrait fabriquer une vingtaine de couteaux d'assassin à lancer, mais Crow semble surpris d'apprendre qu'Oda est un assassin. Il se ressaisit et dit à Oda qu'il n'a probablement pas l'expérience nécessaire pour utiliser correctement les armes qu'il forge, et Amelia est offensée par le fait que Crow qualifie Oda d'inexpérimenté, mais Oda ne peut pas vraiment le nier. Knight demande à Amelia de se calmer, car même si Crow est actuellement forgeron, il a autrefois fait partie du groupe des héros, et en matière de combat, il sait de quoi il parle. Crow était sincère lorsqu'il a dit qu'Oda manquait d'expérience, mais il accepte tout de même de forger les armes demandées par Oda. Il dresse donc une liste de tous les matériaux dont Oda aura besoin, et en attendant, il va garder l'épée d'Oda pour s'assurer qu'il ne l'abîme pas davantage. Le fait que Crow prenne l'épée d'Oda est un peu inattendu, mais Knight lui assure que Crow est le meilleur dans son domaine et que l'arme d'Oda est entre de bonnes mains. Oda croit Knight sur parole, mais même si Crow peut réparer l'épée, Oda n'a aucune idée de l'endroit où trouver tous les matériaux demandés. Knight lui dit que la solution la plus simple serait de les chercher dans le labyrinthe de la ville, ce qui permettrait également à Oda de gagner des niveaux, et il trouve donc que c'est une excellente idée. Le labyrinthe de la ville est situé près du centre, mais son accès est limité en fonction du rang de l'aventurier. Oda ne pense pas que cela posera un problème pour lui, alors il commence à planifier sa chasse, mais pendant qu'il s'y emploie, Amelia lui demande si elle peut s'absenter un moment, car elle a quelque chose à discuter avec Crow. Oda répond qu'il est d'accord, car il a encore beaucoup de recherches à faire sur le labyrinthe avant d'être prêt à y entrer, mais il demande à Knight de l'accompagner et de le contacter par télépathie si quelque chose se passe. Peu après, Amelia et Knight arrivent à l'atelier de Crow, et Amelia mentionne qu'elle a entendu dire que lorsque le groupe de héros précédent a échoué à tuer le Seigneur Démon, seul le héros et un homme bête ont réussi à survivre, et que cet homme bête devait être Crow. Crow lui répond qu'elle est libre de se moquer de lui pour son échec si c'est ce qu'elle souhaite, mais ce n'était pas l'intention d'Amelia. Elle pense que Crow a réussi à survivre parce qu'il est fort, et c'est pourquoi elle aimerait qu'il lui apprenne à se battre. Crow refuse immédiatement, car il a décidé depuis longtemps de ne plus jamais accepter d'apprenti. Il dit que tous ceux qu'il a essayé de former ont fini par s'enfuir ou sombrer dans une profonde dépression, et qu'il ne veut pas gaspiller ses efforts, mais Amelia lui assure qu'elle n'abandonnera pas et ne s'effondrera pas. Elle veut se tenir aux côtés d'Oda la tête haute, et pour cela, elle ne peut pas laisser l'écart de puissance entre lui et elle se creuser davantage. Si Oda prévoit de devenir plus fort, alors elle veut s'entraîner elle aussi. Crow qualifie une nouvelle fois Knight de « cauchemar d'Adlia » et lui rappelle que l'accord était qu'il n'accepterait que la demande de réparer l'équipement d'Oda. Cependant, elle souligne qu'Amelia fait cette demande de son propre chef et que cela n'a rien à voir avec Oda. De plus, elle dit qu'elle apprécierait que Crow cesse de la qualifier de « cauchemar d'Adlia » car elle s'appelle désormais Knight. Amelia est curieuse et demande pourquoi Crow continue de s'adresser ainsi à Knight. Knight explique qu'il y a plusieurs décennies, le Seigneur Démon l'avait envoyé dans la ville d'Adlia pour riposter après que les habitants aient envahi le royaume des démons. Techniquement, la mission de Knight consistait simplement à avertir les dirigeants de la ville, mais aveuglée par la rage, elle est allée un peu trop loin et a détruit toute la ville. Elle sait qu'elle n'avait aucune raison de faire tout cela et assume l'entière responsabilité de ses actes, c'est pourquoi elle voulait qu'Oda la tue lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Cependant, elle a changé depuis lors, et tant qu'elle servira sous les ordres d'Oda, cette histoire ne se répétera jamais. Crow lui a demandé si elle pensait vraiment qu'il était si facile de tourner la page, mais Knight est bien consciente que ce qu'elle a fait est impardonnable, et elle comprend donc que Crow la méprise encore. Cependant, au contraire, Crow dit qu'il n'a jamais éprouvé de rancœur envers Knight. Il y a quelques années, après que lui et le groupe de héros aient échoué à tuer le Seigneur Démon, Crow organisait une cérémonie commémorative devant la tombe de sa sœur lorsque Knight le croisa par hasard. Elle reconnut immédiatement Crow comme l'un des héros qui avait échappé au Seigneur Démon, et voyant qu'il était en deuil, elle lui dit que s'il voulait la tuer, elle ne se défendrait pas. Cependant, Crow lui a répondu qu'il savait qu'elle n'était rien d'autre qu'un outil créé par le Seigneur Démon pour accomplir sa volonté, et que lui en vouloir reviendrait à blâmer l'épée plutôt que le chevalier. Dans ce cas, Knight lui demande s'il a l'intention de s'en prendre à nouveau au Seigneur Démon, mais Crow lui répond que ce n'est ni elle ni le Seigneur Démon qui ont tué sa sœur. Après l'attaque de Knight, la sœur de Crow avait essayé d'aider les personnes coincées sous les décombres. Cependant, au même moment, un noble tentait désespérément de fuir la ville, et comme la sœur de Crow lui barrait le chemin, il a décidé de la faire exploser plutôt que de simplement la contourner. C'est cet homme qui lui a enlevé sa sœur, alors Crow a juré que s'il devait se venger de quelqu'un, ce serait de Lord Graham. Cependant,
Il n'a jamais fini par le faire, car il savait que sa douce sœur n'aurait pas voulu qu'il s'engage dans cette voie. C'est alors qu'Amelia prend la parole et traite Crow d'imbécile pour être trop lâche pour se venger au nom de sa sœur. Il a simplement inventé l'idée que sa sœur ne le voudrait pas pour justifier sa fuite de la réalité, et Amelia comprend mieux que quiconque ce qu'il traverse. Elle a passé beaucoup de temps à se mentir à elle-même, prétendant que c'était pour le bien de sa sœur, mais Oda lui a ouvert les yeux sur son erreur. Les paroles d'Amelia ont vraiment touché Crow, et il a besoin de temps pour gérer ses émotions. Il demande donc à Amelia et Night de le laisser seul pour aujourd'hui. Pendant ce temps, Oda est en ville pour faire des recherches sur le labyrinthe quand soudain, des monstres surgissent du labyrinthe et envahissent la rue. Amelia voit le chaos et tente d'intervenir, mais elle est confrontée à un garçon nommé Orom, qu'elle reconnaît comme étant celui qui a trompé Kilika lorsqu'ils étaient enfants. Orom dit qu'il a reçu l'ordre du seigneur démon de garder Amelia en vie car elle peut utiliser une magie intéressante, alors il entoure de monstres et la fait prisonnière. Lorsqu'Oda arrive, Orom a déjà emmené Amelia dans le donjon. Il prévoit de la récupérer, mais il doit d'abord régler ce problème. Il demande donc à Night de rester en retrait. Night comprend ce qu'il s'apprête à faire, alors elle s'envole pour quitter les lieux, et Oda active sa magie de l'ombre sans restriction, lui permettant de consumer tous les monstres de la zone, mais l'effort physique lui fait perdre connaissance par la suite. Knet vole vers Oda pour voir comment il va, mais tout à coup, le mystérieux système dans son corps se déclenche, et à cause de l'utilisation excessive de mana par le corps d'Oda, il l'entoure d'une ombre et le met en mode récupération. Knet n'a aucune idée de ce qui se passe, mais quelques instants plus tard, le corps d'Oda est complètement guéri, mais il est toujours inconscient. Ainsi, lorsqu'il se réveille enfin, il se retrouve dans un lit inconnu. Il demande à Knet ce qui s'est passé, et elle lui répond qu'il s'est évanoui après avoir utilisé sa magie de l'ombre, et qu'elle a donc emmené chez Crow pour le mettre en sécurité jusqu'à son réveil. Oda demande depuis combien de temps, car il craint d'avoir dormi pendant 5 ou 6 heures. Cependant, Knet lui dit qu'il est en fait resté inconscient pendant une journée entière et 5 heures. Oda est choqué d'entendre cela, mais Knet lui dit que ce n'est pas surprenant, car l'utilisation de sa magie de l'ombre a complètement épuisé son corps de tout son mana. Il aurait très bien pu mourir d'une telle cascade. Mais pour une raison inconnue, sa magie de l'ombre s'est activée d'elle-même pendant qu'il était inconscient et a complètement reconstitué son mana. Elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé, alors elle demande une explication à Oda, mais celui-ci est tout aussi perplexe qu'elle et, franchement, il n'est pas intéressé à le découvrir pour le moment, car il a des choses plus importantes à régler. Il sort du lit et, lorsqu'il voit Crow, il le remercie de lui avoir prêté son lit pendant qu'il était inconscient, mais il doit vraiment partir maintenant. Crow comprend ce qui se passe dans l'esprit d'Oda en ce moment, alors il lui demande s'il est sûr que c'est une bonne idée de se précipiter ainsi. Une journée entière s'est écoulée, alors pour autant qu'ils sachent, ils ont peut-être déjà emmené Amelia jusqu'au continent des démons. Sans hésiter, Oda répond que si c'est le cas, il n'aura qu'à se rendre sur le continent des démons pour la récupérer, mais Crow lui demande comment il compte affronter les démons sans aucune arme. Oda s'écrie qu'il trouvera une solution puisqu'il n'a pas ses armes pour le moment, mais Crow lui montre la table où sont disposées toutes les armes réparées d'Oda, prêtes pour le combat. Elles sont là depuis le début, et le fait qu'Oda ne les ait pas remarquées prouve qu'il ne prête pas attention à son environnement. Crow lui dit donc de se calmer et de réfléchir. Oda se rend compte que Crow a raison, alors il se calme et va vérifier ses armes. Crow a divisé son épée en 2 lames, car les épées courtes sont plus faciles à utiliser pour un assassin, mais cela lui a coûté cher en matériaux et en main-d'œuvre. Il attend donc d'Oda qui le rembourse dès qu'il aura sauvé Amelia. Crow veut également lui donner autre chose, alors il lance à Oda une vieille bague sur laquelle sont gravés les mots « Je te mènerai n'importe où ». La bague a apparemment été forgée par un héros précédent et est enchantée par une magie qui conduira celui qui la porte vers tout ce qu'il désire. Oda la teste en pensant à Amelia, et une ligne rouge jaillit de la bague en direction du labyrinthe. Elle ne serait pas partie dans cette direction si Amelia avait été emmenée sur le continent des démons. Pour une raison quelconque, Orom doit donc toujours retenir Amelia captive dans le labyrinthe. Il ne sait pas exactement où dans le labyrinthe, mais le simple fait de savoir qu'Amelia s'y trouve encore suffit à Oda. Il enfile donc son équipement et sort avec Knet. Alors qu'il se dirige vers le labyrinthe, Knet demande à Oda de s'abstenir de faire des cascades, comme celle qu'il a faites l'autre jour. Oda s'excuse, car il se souvient maintenant que s'il meurt, Knet meurt aussi, et qu'il aurait dû en tenir compte avant de tenter une manœuvre aussi risquée. Il promet donc d'être plus prudent à l'avenir. Pendant ce temps, au fond du labyrinthe, Orom a placé Amelia sur des piliers brisés et se réjouit de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu'à présent. Il lui explique que les démons comme lui possèdent un pouvoir magique qui leur permet de contrôler les monstres, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de l'essayer sur une espèce humanoïde auparavant, et qu'il était donc impatient de voir quel effet cela aurait sur elle. Il s'avère qu'il ne peut pas contrôler Amelia, mais le sort l'a immobilisée, ce qui lui permet de la garder facilement sous contrôle. D'une voix étrange, Amelia lui demande pourquoi ils sont toujours dans le labyrinthe,
et Orom, qui s'ennuie, décide de s'asseoir et de discuter un peu avec elle. Il lui explique que seuls les démons de second ordre sont capables d'utiliser la magie de téléportation, et qu'il n'est qu'un démon de troisième ordre, donc il doit attendre que son patron arrive avant de pouvoir téléporter Amelia avec eux. Amelia lui demande où exactement il compte la téléporter, mais Orom répond qu'il n'en a aucune idée et lui assure qu'il ne ment pas. Il sait qu'Amelia essaie de lui soutirer des informations, mais cela ne le dérange pas, car même si son ami assassin vient la sauver, Orom est sûr qu'Oda ne pourra pas le battre. Cela dit, il dit à Amelia qu'il n'a pas l'intention de la tuer, elle n'a donc pas à s'inquiéter à ce sujet. Orom a reçu l'ordre strict de présenter Amelia au seigneur démon vivant et en bonne santé, il ne laissera donc rien de mal lui arriver. Pendant ce temps, à l'extérieur, Oda vient d'arriver devant le labyrinthe, et d'après la bague, Amelia se trouve bien là-dessous, il dit donc à Knet de se dépêcher. Cependant, avant qu'il ne puisse entrer, une fille interpelle Oda et lui demande de la laisser aider à sauver Amelia du labyrinthe. Oda la reconnaît comme étant la fille qu'il a rencontrée lors du défilé des héros, mais il ne lui a jamais dit qu'Amelia était dans le labyrinthe. Il l'attrape donc par la gorge et lui demande d'expliquer comment elle a obtenu cette information. Il la prévient que sa réponse déterminera s'il lui laissera la vie sauve ou non, et qu'elle ferait mieux de ne pas mentir. À bout de souffle, la jeune fille lui explique qu'elle a utilisé son odorat pour suivre l'odeur d'Amelia jusqu'à cet endroit, et que la piste s'est arrêtée à l'entrée, elle en a donc déduit qu'Amelia devait se trouver à l'intérieur. Oda ne semble pas convaincu, mais Knet lui dit qu'il est normal que les bêtes éveillent leur odorat, donc ce qu'elle dit pourrait être vrai. Oda décide de la laisser partir pour l'instant, alors il lâche la jeune fille au sol et exige de savoir pourquoi elle est là. Après avoir repris ses esprits, la jeune fille dit à Oda qu'elle s'appelle Lia Lagoon et qu'elle est la première princesse de la nation du roc. Elle a appris que le seigneur démoniaque avait pris pour cible la princesse Amelia, et elle venait les avertir. Si tel est le cas, Oda lui demande pourquoi elle ne l'a pas avertie dès son arrivée en ville avec Amelia, mais elle répond qu'elle n'était pas sûre qu'il la croirait sans preuve, alors elle a prévu d'enquêter et de trouver plus de preuves, mais entre-temps, les démons avaient déjà attaqué. Oda ne sait pas s'il y a dit la vérité ou non, alors il décide d'utiliser son pouvoir de scan pour vérifier. D'après ce qu'il voit, il peut dire que Lia ne ment pas, mais il remarque un pouvoir particulier dans sa fenêtre de statistiques, alors il lui demande ce que fait son pouvoir de barrière spirituelle. Lia demande à Oda comment il connaît son pouvoir, mais il lui répond que c'est lui qui pose les questions ici. Elle lui explique alors que les barrières normales ne peuvent généralement être utilisées qu'à un seul endroit, mais que sa barrière spirituelle peut être appliquée à des objets en mouvement. Oda lui demande si cela signifie qu'elle peut appliquer des barrières à des personnes, et Lia le confirme. Il pense alors qu'elle pourrait être utile pour sauver Amelia. Lia lui dit également que le seigneur démon poursuit Amelia parce qu'il veut mettre la main sur sa magie de résurrection. Après avoir entendu cela, Oda réalise la gravité de la situation et dit à Lia de monter avec lui sur Knet, car il n'y a pas de temps à perdre. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, Orom vient de dire à Amelia que le seigneur démon est à la recherche de sa magie de résurrection, mais elle ne comprend pas pourquoi. Les démons ont déjà une durée de vie pratiquement infinie et ne meurent pas facilement. Ils n'ont donc pas vraiment besoin de la magie de résurrection. Personnellement, Orom ne comprend pas non plus, car la magie de résurrection ne fonctionne pas sur les personnes mortes depuis trop longtemps, et une fois qu'elle a été utilisée, elle ne peut plus être utilisée pendant plusieurs jours, ce qui limite considérablement ses applications. Amelia est surprise qu'Orom en sache autant sur sa magie de résurrection, mais il change de sujet et fait remarquer qu'une fois qu'il aura tué Oda, Amelia ne pourra pas le ressusciter, car elle a déjà utilisé sa magie pour se ressusciter elle-même après le coup fatal qu'elle a reçu. Il est vraiment impatient de voir quelle expression Amelia aura lorsqu'elle verra le corps sans vie d'Oda s'effondrer sur le sol, et il se demande si elle sera aussi bonne que l'expression d'horreur qu'il a vue sur le visage de Kilika à l'époque. De retour à la surface, alors qu'il se dirige vers le donjon, Oda demande à Lia ce qu'elle faisait dans le royaume de Régus lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois. Elle lui explique alors que sa famille a été enlevée par un slim noir et qu'elle était venue les chercher là-bas. Oda est surpris d'apprendre qu'un slim noir a kidnappé la famille de Lia, car Amelia a également rencontré un slim noir, mais il ne sait pas si ces deux événements sont liés. Lia poursuit en expliquant qu'elle a été adoptée par la famille royale du Roc, mais qu'avant cela, elle vivait dans un village isolé. Un jour, un slim noir est soudainement apparu, et même si les slims sont généralement des monstres qui peuvent être éliminés d'un seul coup, celui-ci a englouti le père, la mère, le petit frère et tous les villageois de Lia en une seule journée. Aucun slim ordinaire n'aurait pu faire cela, elle est donc convaincue que quelqu'un l'a modifié et lâché dans la nature. Après que tous ceux que Lia connaissait aient été emportés par le slim, la famille royale lui a proposé de l'adopter, car elle voyait en elle une protectrice précieuse. Elle a accepté et est devenue la princesse du roc. Elle a utilisé son autorité pour enquêter sur l'incident du slim, et la piste l'a finalement menée à Régus, où elle a rencontré Oda pour la première fois. Au cours de ses recherches,
Elle a découvert que son village n'était pas le seul à avoir été attaqué et qu'un grand nombre d'humains, de bêtes et quelques elfes avaient disparu dans des incidents similaires. Leurs vies ont été consumées dans le cadre d'un rituel d'invocation, et Lia a découvert plus tard que ce rituel était celui qui avait invoqué les héros. Elle regardait donc le défilé ce jour-là, afin de bien voir les visages des personnes pour lesquelles sa famille avait été sacrifiée. Oda lui demande si elle lui en veut pour ce qui s'est passé, mais elle répond qu'elle sait que lui et les autres héros ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Sa haine est dirigée contre le roi et la princesse qui ont tué les personnes qu'elle aimait pour leur profit personnel, et Oda a également un compte à régler avec eux, ce qui fait que lui et Lia ont quelque chose en commun. Alors qu'il parle du rituel d'invocation, Oda dit à Lia qu'il ne croit pas que le roi les ait réellement invoqués pour combattre le seigneur démon, et Knet lui répond qu'il a raison de ne pas y croire, car c'est un mensonge éhonté. Le continent démoniaque n'a pas tenté d'attaquer l'humanité au cours des 100 dernières années, et il n'a montré aucun signe de vouloir le faire, donc l'affirmation du roi selon laquelle il faut invoquer des héros pour riposter est complètement absurde. Le groupe finit par arriver à l'intérieur du labyrinthe, et le principe ici est que vous devez vaincre un certain nombre de monstres à chaque étage avant de pouvoir passer au suivant. Oda dit qu'il peut utiliser sa magie de l'ombre pour se débarrasser rapidement des monstres, mais Knet lui répond qu'il ne peut pas faire ça. Il va devoir combattre un démon lorsqu'ils trouveront Amelia, ce n'est donc pas une bonne idée de risquer de s'épuiser avant d'y arriver. Mais Oda répond qu'ils n'ont pas d'autre choix, car Lia ne peut pas se battre et qu'il est le plus rapide d'entre eux. Knet lui dit qu'elle peut se battre à sa place et que si elle passe en mode combat, elle devrait pouvoir éliminer les monstres de chaque étage en un rien de temps, mais elle craint de perdre le contrôle de ses instincts sous cette forme et de blesser Oda ou Lia. Oda regarde Knet et lui assure que tant qu'il sera là, il veillera à ce qu'elle ne perde pas le contrôle, alors Knet décide de lui faire confiance. Knet libère alors toute sa puissance et commence à se déchaîner dans le labyrinthe avec Oda et Lia sur son dos. Pour s'assurer qu'elle ne perde pas le contrôle, Oda utilise leur lien mental pour la garder calme. Comme ils ont le temps, il lui demande pourquoi les démons sont si détestés, et Knet lui explique que les premiers démons n'étaient généralement pas de mauvaises personnes, mais que le premier seigneur démoniaque a ordonné une attaque contre les autres nations, et que depuis lors, les gens méprisent les démons. Certains démons sont véritablement maléfiques et considèrent les autres races comme de simples insectes à écraser, mais en même temps, il existe des démons qui souhaitent vivre en paix et éviter les effusions de sang. Elle demande donc à Oda de se rappeler que tous les démons ne sont pas identiques. Peu après, ils arrivent à l'étage où Amelia est retenue captive, et dès leur arrivée, Lia applique une barrière à Oda et Amelia. Orom est surpris qu'Oda ait réussi à arriver ici aussi rapidement, et Oda dit qu'il va ramener Amelia maintenant, mais Orom rit et lui demande comment il compte s'y prendre alors qu'il va bientôt mourir. Oda tente immédiatement de prendre Orom par surprise, mais son attaque est parée et Orom commence à le repousser et à lui porter des coups de couteau aux membres. Il est clair qu'il joue avec Oda, car il sait qu'il est beaucoup plus fort que lui, mais Oda a encore un tour dans son sac. Il active sa magie des ombres et utilise les taches de sang sur le sol pour invoquer des bêtes de l'ombre afin de l'aider dans le combat. Orom ne s'y attendait pas, il est donc rapidement submergé par les bêtes, ce qui donne à Oda l'occasion de s'approcher pendant qu'il a baissé sa garde et de lui trancher les bras et les jambes, le laissant gravement blessé. En dernier recours, Orom utilise sa magie pour invoquer les monstres du labyrinthe qu'il contrôle afin d'attaquer Oda pendant qu'il se remet des contre-coups de l'utilisation de la magie des ombres, mais Lia jette une barrière spirituelle inversée autour de lui avant que les monstres n'attaquent, redirigeant leurs attaques vers eux. À présent, Orom n'avait plus aucune carte à jouer, il était donc complètement à la merci d'Oda, mais même si Oda savait que la chose intelligente à faire était de le tuer, il ne pouvait se résoudre à le faire car Orom ressemblait tellement à un humain. Il a fini par hésiter si longtemps que le patron d'Orom a eu le temps d'arriver, et il ne sait plus quoi faire maintenant, car s'il a eu tant de mal à lutter contre Orom, qui est un démon de 3e catégorie, il n'y a aucun moyen qu'il puisse affronter un démon de 2e catégorie. Knet prévient Oda qu'il doit à tout prix éviter d'affronter le démon de front. Il voit bien que ce type est d'un tout autre niveau, il doit donc être très prudent dans sa manière d'agir. Le démon voit qu'Alom n'est plus en état de se battre, il utilise donc son pouvoir pour le soulever et le projeter au fond de la pièce afin qu'il ne gêne pas. Il enroule ensuite un ruban autour du groupe et brise immédiatement la barrière que Lia avait mise en place pour les protéger. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait pu le faire aussi facilement. Elle essaie de se relever pour créer une autre barrière, mais Oda lui dit de reculer car c'est trop dangereux. Le démon dit que c'est la chose intelligente à faire ici, car il n'a rien à voir avec elle, mais il a quelque chose à voir avec Amelia, alors il lance un autre ruban directement sur elle, envoyant Amelia voler dans un mur. Oda se précipite vers elle pour voir si elle va bien, mais le démon lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, car elle est toujours en vie. Il a juste fait en sorte qu'elle ne puisse pas bouger pendant un certain temps. Oda le regarde avec une intention meurtrière, mais même s'il veut attaquer le type pour avoir blessé Amelia, il sait qu'il ne peut pas gagner, alors il commence à réfléchir à un moyen de s'échapper. Cependant, le démon devine les intentions d'Oda, et comme il serait très fatigant de devoir le poursuivre à travers le donjon, il décide de sceller toutes les issues. À présent, la seule option qui reste à Oda est de se battre,
mais il a déjà utilisé une fois la magie de l'ombre, il est donc à court d'énergie, et vu la force apparente du démon, il doute que le camouflage de sa présence fonctionne sur lui. À ce moment-là, le démon demande à Oda si son nom s'écrit comme celui de Nobunaga Oda, ou comme celui qui signifie rizière, car il veut être sûr de l'écrire correctement, mais Oda est trop stupéfait pour répondre à la question, car le seul moyen pour le démon de connaître la différence est d'être également originaire du Japon, ce qu'il confirme. Il dit à Oda qu'il s'appelle Mairo Abe et que, bien que sa situation soit un peu différente de celle d'Oda, il a également été amené ici depuis le Japon. Il aurait été agréable de rencontrer Oda dans d'autres circonstances, mais pour l'instant, la mission de Mairo est de capturer Amelia, et pour cela, il va devoir tuer Oda. Il active son pouvoir et envoie plusieurs rayons d'énergie en direction d'Oda, mais bien qu'Oda fasse de son mieux pour les esquiver, Mairo maîtrise parfaitement ces rayons, et l'un d'eux fait demi-tour en plein vol et frappe Oda à l'épaule. Comme il ne peut plus esquiver, Oda tente de se rapprocher pour utiliser ses épées. Cependant, il n'est pas assez rapide pour toucher le démon, et quelques instants plus tard, d'autres rayons d'énergie lui sont tirés dessus. Essayer de les éviter serait inutile. Alors à la place, Oda active une version limitée de la magie de l'ombre pour absorber les explosions à travers son corps. Mairo est intrigué car il n'a jamais vu ce genre de magie auparavant, mais il se rend compte qu'Oda est à court de mana et qu'il ne peut donc pas l'utiliser à pleine puissance. À ce moment-là, Knet appelle Oda et lui dit qu'elle a enfin retrouvé un peu de ses forces et qu'elle peut désormais l'aider. Mairo reconnaît Knet et lui demande si elle change officiellement de camp. Elle confirme qu'elle n'a pas l'intention de retourner au service du Seigneur Démon, puis elle s'adresse à Oda par le biais de leur lien mental et lui dit qu'il doit immédiatement annuler leur contrat. Oda ne comprend pas de quoi elle parle, alors Knet lui explique qu'elle a un moyen de vaincre Mairo, mais qu'elle périra dans le processus, et tant qu'elle restera liée à Oda, cela signifie qu'il mourra également. Elle le presse de rompre le contrat afin qu'elle puisse se sacrifier pour lui, mais Oda refuse catégoriquement. Mairo voit qu'Oda et Knet sont en train de discuter et pourrait les attaquer immédiatement, mais il est curieux de savoir de quoi ils parlent, alors il décide d'attendre qu'ils aient terminé. Oda dit à Knet qu'il ne pensait pas pouvoir gagner tout à l'heure, mais maintenant qu'elle est là, ils ont peut-être une chance de battre Mairo s'ils travaillent ensemble, donc elle n'a pas besoin de se sacrifier. Knet lui répond qu'il n'y a aucune garantie qu'il puisse vaincre Mairo, et que ce plan est donc extrêmement risqué, mais Oda dit qu'il est prêt à prendre ce risque si cela permet à Knet de survivre. Knet n'apprécie pas le fait qu'Oda se mette autant en danger pour elle, mais elle respecte sa décision et utilise le peu d'énergie qui lui reste pour commencer sa transformation. Alors que la lumière dorée se dissipe, Oda découvre que Knet s'est transformée en une copie du capitaine Saran. Sous cette forme, elle a accès à toutes les capacités de Saran, mais elle ne peut pas la conserver longtemps. Elle dit donc à Oda qu'ils doivent en finir rapidement. Elle active la magie de Saran, créant un énorme marteau de lumière dans les airs, forçant Mairo à lancer son bouclier pour se défendre, mais la lumière renforce également le pouvoir des ombres d'Oda. Il saisit donc l'occasion et se couvre d'ombre pour augmenter sa puissance d'attaque avant de frapper Mairo. Knet rejoint bientôt Oda pour repousser Mairo, qui commence à être submergé par les coups incessants, ce qui permet à Oda de lui asséner un coup de sabre dans le dos. Knet prévient Oda que sa transformation va bientôt prendre fin, mais Oda répond que cela n'a pas d'importance puisqu'il devrait de toute façon pouvoir achever Mairo avec sa prochaine attaque. Cependant, Mairo a encore un tour dans son sac. Il claque des doigts et, l'instant d'après, Amelia apparaît derrière Oda et le poignarde à la poitrine avec sa main. Elle était sous le contrôle de Mairo jusqu'à présent, et dès que l'effet se dissipe, elle hurle d'horreur, incapable de croire ce qu'elle vient de faire. Oda tente de la rassurer en lui disant que ce n'est pas sa faute et qu'il sait qu'elle ne lui ferait jamais de mal intentionnellement, mais cela ne change rien au fait qu'il est en train de se vider de son sang. Il continue de faire de son mieux pour rester en vie, affirmant qu'il ne peut pas mourir avant d'avoir atteint ses objectifs, mais quelques instants plus tard, la couleur disparaît de ses yeux et le corps d'Oda se refroidit. Cependant, alors que le cœur d'Oda est sur le point de s'arrêter de battre, le système dans son corps reconnaît que ses blessures sont mortelles, alors il intervient et active le mode de guérison. De l'énergie commence à émaner du corps d'Oda alors que le système commence à le soigner, et Mairo voit cela se produire. Alors il essaie de frapper Oda à 2 reprises pour s'assurer qu'il reste à terre, mais le système a déjà mis en place une barrière impénétrable, de sorte que l'attaque de Mairo ne peut pas nuire à Oda pour le moment. Une fois la guérison terminée, le corps d'Oda commence à se relever, mais ce n'est pas lui qui contrôle ses mouvements à ce moment-là. Le système a déterminé que Mairo représente une menace sérieuse pour la survie d'Oda, il passe donc en mode combat et se précipite sur lui. Oda et Mairo s'affrontent, mais grâce au contrôle du système, Oda est capable d'utiliser la magie de l'ombre de manière beaucoup plus efficace. Ainsi, lorsque Mairo tente de le frapper avec une attaque énergétique, il crée un mur d'ombre pour se défendre, puis utilise ces ombres pour immobiliser Mairo. Le système l'avertit alors qu'il doit annuler le sort qu'il a jeté sur Amelia et partir immédiatement s'il veut rester en vie, mais Mairo refuse d'accepter la défaite et décide plutôt de s'en prendre à Amelia pour forcer Oda à se sacrifier pour elle. Le système ne se soucie pas vraiment d'Amelia,
mais Oda, oui, et l'idée qu'elle soit en danger suffit à le ramener à la raison. Il court donc vers Amelia pour la protéger de son corps, mais juste au moment où les pics sont sur le point de le frapper, la magie de Maïro est soudainement dissipée, et le responsable n'est autre que Crow. Il est venu ici parce qu'il s'inquiétait pour Oda, et il semble qu'il soit arrivé juste à temps. Maïro est surpris de revoir Crow, car il pensait qu'il était mort il y a des décennies, mais Crow est clairement vivant et en bonne santé, et Maïro ne veut pas prendre le risque de le combattre pour l'instant. Il décide donc de se retirer pour le moment, et crée un cercle de téléportation afin de pouvoir partir avec Alom. Oda est soulagé que tout soit enfin terminé et qu'Amelia soit toujours en sécurité, mais toute la tension physique qu'il a subie finit par le rattraper, et il s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, 3 jours se sont écoulés. Amelia et Knet ont attendu son réveil pendant tout ce temps et sont vraiment heureux qu'il aille bien. Peu après, lorsque Crow se rend compte qu'Oda est réveillé, il vient le voir, accompagné de quelques invités qui souhaitent également le rencontrer. À la grande surprise d'Oda, il se rend compte que ses invités sont ses camarades de classe. Il savait qu'Oda était ici car Gilles connaît apparemment Crow depuis longtemps. Lorsqu'ils sont venus ici pour améliorer leur équipement, il les a informés de la présence d'Oda. Il est vraiment heureux qu'ils aient pu se libérer de la malédiction du roi et quitter le château. Ils lui disent que c'est Gilles qui les a aidés à briser toutes leurs malédictions, ce dont ils lui sont tous reconnaissants, mais en parlant de Gilles, Oda lui demande s'il est vraiment normal qu'il soit ici, car il risque d'avoir des ennuis pour avoir quitté le château. Cependant, Gilles répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet, car il a déjà été renvoyé de son poste de chevalier. Le roi pensait que l'ordre des chevaliers entravait ses plans, alors il s'en est simplement débarrassé, ce qui correspond tout à fait au genre de choses que le roi ferait. Azaïna dit à Oda qu'il avait hâte de le retrouver et lui demande s'il souhaite se joindre à eux, mais Knet s'y oppose immédiatement. Elle affirme être la seule partenaire dont Oda a besoin, mais Azaïna lui dit de se taire, car Oda peut parler pour lui-même. Oda demande à tout le monde de se calmer un instant, car avant de décider s'il va les rejoindre ou non, il aimerait savoir ce qu'il compte faire après cela. Tsukasa explique qu'il pensait bientôt s'attaquer au Seigneur Démon, mais Knet se moque d'eux et leur dit qu'ils sont loin d'être assez forts pour défier le Seigneur Démon. Yuki est offensée par le fait que Knet les traite de faibles et lui demande pourquoi elle les critique autant. Oda est plutôt d'accord avec Knet sur le fait qu'ils sont trop faibles, mais comme elle ne contribue pas à la conversation pour le moment, il lui demande de s'éloigner un instant afin qu'il puisse finir de discuter avec tout le monde. Une fois Knet parti, il leur demande pourquoi ils veulent s'attaquer au Seigneur Démon, et Tsukasa explique que cela augmenterait leur influence et qu'ils pourraient alors négocier avec le roi de Rège pour qu'il les renvoie chez eux. Après tout, s'il les a convoqués ici, c'est qu'il doit connaître un moyen de les renvoyer. En théorie, cela semble être un bon plan, mais Oda y voit quelques problèmes, notamment. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'il serait possible de négocier avec un homme qui a tenté de contrôler l'esprit d'un groupe d'adolescents et qui a tué Saran pour satisfaire ses propres intérêts égoïstes? Même si le roi connaît un moyen de les renvoyer chez eux, Oda n'est pas disposé à faire quoi que ce soit qui l'implique, d'autant plus qu'il sait que le roi a sacrifié des centaines d'innocents pour les convoquer ici. Dans ce cas, les autres demandent à Oda ce qu'il compte faire, car il doit lui aussi vouloir rentrer chez lui. Il leur répond que le démon Maïro est capable de créer des cercles de téléportation, et qu'il sait peut-être quelque chose qui pourrait les aider à rentrer chez eux. Oda finira par s'infiltrer dans le château du Seigneur Démon pour le faire parler, mais avant cela, il doit venger la mort de Saran. Ensuite, il fera tout ce qu'il faut pour rentrer chez lui, mais entendre Oda dire cela rend Amelia confuse, car elle veut qu'Oda réussisse, mais elle ne veut pas non plus qu'il la laisse derrière lui. C'est beaucoup à digérer, alors elle quitte la pièce pour prendre l'air, et Oda la suit. Il retrouve Amelia au bord d'une falaise près de l'eau, et elle lui dit qu'elle sait déjà qu'ils devront se séparer un jour, mais qu'elle a du mal à l'accepter. Elle lui dit qu'elle a quelque chose à lui demander pardon, et Oda essaie de lui dire qu'il ne lui en veut pas pour ce qui s'est passé dans le donjon, car Maïro la contrôlait, mais il y a plus que cela. Amelia se sentait absolument horrible de lui avoir fait du mal, mais pendant un bref instant, elle en était en fait heureuse, car l'idée lui avait traversé l'esprit qu'une fois qu'Oda serait retourné dans son monde, il l'oublierait probablement complètement, mais s'il venait à mourir de ses mains, au moins il ne l'oublierait jamais. Elle sait que c'était une pensée malsaine, et Oda ne sait pas vraiment quoi répondre à cela, mais il sait ce qu'il ressent pour Amelia. Il lui explique que dans son monde, lorsqu'un homme et une femme s'engagent à passer le reste de leur vie ensemble, ils portent une bague au 4e doigt, mais comme il n'a pas de bague pour le moment, il tend son épée à Amelia et découpe une bague autour de son doigt. Il dit ensuite à Amelia qu'il l'aime et que, si elle est d'accord, il aimerait devenir son partenaire pour le reste de sa vie. Amelia est folle de joie et répond à Oda qu'elle l'aime aussi. Elle fait alors la même entaille sur son doigt pour sceller leur promesse d'être ensemble, et Oda lui demande s'il y a quelque chose qu'elle aimerait qu'il fasse pour elle. Amelia prend sa main et lui dit qu'elle veut juste qu'il lui promette qu'il ne mourra pas, qu'il n'oubliera pas et qu'il ne la quittera jamais. Oda jure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour tenir ses promesses, et les deux s'embrassent tendrement alors que le soleil se lève. C'était la fin de l'épisode 7. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.